Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée de mon père, il m'a dit « plaie d'argent n'est pas mortel ». Et je ne connaissais pas cette expression, mais c'est vrai. L'argent, ça va, ça vient. C'est ça qui m'aide aujourd'hui, c'est de me dire « tu gagnes suffisamment bien ta vie, avec tes études, avec ta boîte que tu as construite et tout, pour un jour cet argent, tu peux le retrouver ». Mais c'est aussi dur parce que rationnellement, je sais qu'il est parti et qu'il reviendra jamais. Il y a toujours 23 000 € là qui devraient être sur mon compte et qui y sont pas. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter. Ok. Nous sommes dans notre petite bulle. Donc Laure, qui m'a envoyé un mail il y a quelques mois, un mail intitulé « J'économise toute ma vie comme un écureuil névrosé pour tout perdre dans une arnaque ». Mais même moi, ça me fait rire. Mais j'ai fait ça pour attirer ton attention, donc je le donne comme tips aux gens. Un intitulé un peu marrant, ça fonctionne bien. Les gens finissent par comprendre de mieux en mieux comment faire pour m'alpaguer parce que je reçois beaucoup de mails. Nous sommes donc dans un parc à Montpellier. Tu vis, toi, à une demi-heure à peu près de Montpellier et tu as bien voulu venir me rejoindre à la gare. Merci beaucoup. On s'est posé le cul dans un parc. Il fait bon, c'est chouette. Laure, tu me racontes donc dans ton mail que effectivement t'as été toute ta vie, et je crois que tu l'es toujours, très économe. Ouais. Et que tu t'es retrouvée un peu prise, je sais pas si c'est un piège en fait, mais un peu prise à ton propre jeu. Bah, j'ai perdu toutes mes graines quasi instantanément. Tous tes glands, tu veux dire, ou... Parce que mes glands, ouais. C'est pas... J'ai pas tout perdu, mais quasi. Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur mon rapport à l'argent. Parce que quand on passe sa vie entière à stocker des glands et qu'on se fait dévaliser, ça fait forcément réfléchir au sens de tout ça. Ouais. Parce que tu veux dire que peut-être tes glands t'auraient pu en profiter, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et ils sont partis pour toujours et je suis encore dans le deuil de ces glands. C'est vrai ? Je sais pas. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si un jour... ça va mieux maintenant. Ça fait combien de temps ? C'était en août 2021. Ok. Donc ouais, ça va faire 2 ans. Et t'es toujours triste ? C'est pas triste. D'avoir perdu tes glands ? Mais c'est pas que je suis triste. Mais je pense que j'ai une pensée pour ces glands tous les jours. Okay. Genre quand je dépense un truc, peut-être pas tous les jours, mais quand j'ai envie de m'acheter un truc, j'oublie pas que dans ma vie, un jour, j'ai perdu 23 000 €. Parce qu'il y avait 23 000 € de glands, du coup. Tu vas nous expliquer comment t'en es arrivé là. T'as aussi une boîte que t'as lancée il y a 3 ans, c'est ça ? 3 ans et demi ? Ouais, en 2020. Qui vend des compléments capillaires. Et des perruques. Des perruques. A priori pour les femmes ? Ouais, pour les femmes. Ma boîte s'appelle Comme un diadème pour ceux que ça intéresse. Okay. Et en fait, j'ai cassé le marché. Toujours une histoire de glands, je trouvais que c'était trop cher.
Et du coup, je trouvais qu'il y avait un abus des grandes enseignes, notamment pour ce qui concerne les femmes, mais je pense qu'il y a aussi un truc à faire chez les hommes. Et du coup, j'ai cassé le marché parce que je trouvais que c'était abusé les prix, et du coup, ma boîte a tout de suite fonctionné. Ok. Et on va parler un peu de l'économie de ta boîte, si tu veux bien. Tu me disais juste avant qu'on démarre. Alors, je veux bien qu'on ne dise pas le chiffre parce que c'est... Exact. Ouais, mais je vais expliquer pourquoi. C'est des données d'entreprise, etc. Effectivement, tu vas m'expliquer pourquoi. Je trouve ça trop intéressant. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de venir me voir et de venir m'expliquer un petit peu ton rapport d'écureuil névrosé à l'argent. Ouais. Je pense qu'il y a de la matière. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Avant d'aller plus loin, si tu écoutes un peu le podcast, ouais. C'est ça, donc tu connais les deux questions. Est-ce que tu as entendu aussi que dernièrement, j'aime bien demander aux gens leur rich life? Ouais, j'ai entendu. Je trouve que c'est intéressant. Est-ce que tu y as un peu réfléchi? Un petit peu, ouais. Ok, on va en parler. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque là tout de suite? Pour moi, c'est rassurant, sécurisant. Ok. Genre voir de l'argent sur mon compte bancaire, ça me rassure. Ok. Le voir, le visualiser. Mais il t'en faut combien dans ta tête pour être rassuré? Franchement, sur mon compte bancaire, je pense au moins... là, j'allais dire 30 000, mais peut-être 15, 20 000. Ok. Au moins. Ce qui correspond à combien de temps de... Parce que tu vois, ça dépend toujours. Il y a des gens qui réfléchissent en... Tu vois, j'ai besoin d'avoir une année devant moi. Je serais plus rassurée si j'avais 100 000 euros, par exemple. plus les chiffres est important, plus c'est rassurant. Mais ça veut rien dire 100 000 euros parce que tu vois, si tu dépenses 3 000 par mois, je sais pas, je dis un chiffre comme ça. Moi, quand j'étais sur le marché du travail, je pouvais gagner 4 000 euros. Donc, tu gagnais 4 000 euros par mois, ouais. C'est ça? Donc, 6-7 mois. Mais ça me parle même pas en mois de salaire, en fait, moi, parce que... Non, je parlais plutôt en mois de frais, tu vois, de fonctionnement. Ah, de frais. Ouais, c'est ça aussi. Ok. Ouais. Ok. mais là, si tu me dis comme ça, t'as que 6 mois de frais devant toi, ça va m'angoisser pire, en fait. Ok. C'est plus des à côté, s'il y a un coup dur et tout, je me dis, j'ai 3 ans de coup dur devant moi. Et quand je parle de coup dur, je parle crever un pneu de voiture, je parle avoir un frigo qui lâche. Je vais pas parler de perdre 25 000 euros dans une voiture. Je pense plus en termes de coup dur. Je me dis, j'ai 3-4 ans devant moi de gros coups durs. Et là, tu as 3-4 ans devant toi de gros coups durs actuellement? À peu près, ouais. Ah ouais. Donc tu es sereine là? Non. Tu viens de me dire que parce que j'ai déjà eu plus, donc tu viens de me dire que tu serais sereine. Non, mais si, ça va. Enfin, je suis pas angoissée, ça va. Je sais que si jamais j'ai plus d'argent du tout, j'ai quand même le temps d'aller trouver un taf au McDo. Alors j'ai un doctorat en microbiologie, mais je m'imagine trouver un taf au McDo dans l'urgence parce que j'ai plus d'argent. Donc je me dis, si jamais il y a une urgence, j'ai quand même quelques mois pour trouver même un poste de serveuse quelque part, quoi. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Alors là, j'ai la sensation d'avoir manqué de challenger Laura sur une question un peu importante qui est: est-ce que vraiment tu penses qu'au bout de si tu as 3 ou 4 ans d'avance, c'est déjà énorme, 3 ou 4 ans d'avance, vous vous rendez compte, pour payer des coups durs ou des pépins, c'est ça qui va t'amener de la sécurité. A priori, je suis pas sûr, je crois que la sécurité, elle vient de ce qui se passe en nous, et pas de ce qui se passe sur notre compte en banque. Mais ça, on verra ça un peu plus tard dans l'interview, vous verrez. Oui, donc, avant de monter ta boîte, tu bossais dans les biotechnologies. Ouais. Oui, parce que t'es une tronche. J'ai un doctorat en microbiologie. Mm-hmm. Donc j'étais directrice recherche et développement dans une boîte de biotech. Mm-hmm. Tu gagnais combien à la fin, je gagnais 4 000 euros. Net, par mois? Ouais. Ok. D'ailleurs, ce virement que je voyais tous les mois, ça me procurait des sensations, quoi. Mais quoi comme sensation? Non, je plaisante, mais quand je le voyais, je m'y suis jamais faite, en fait. Parce que j'aurais jamais pensé atteindre un jour ce type de salaire. Moi, je viens d'une famille où, en gros, ça a plafonné à 2 000 euros, quoi. Une famille d'employés classiques de grands groupes. Et je me disais, mais si un jour j'ai 2000, 2005, 3000, mais c'était le bout du monde.
Et d'ailleurs, pendant toute ma thèse, je le dis si jamais il y a des gens qui font des thèses en biologie, on me disait mais jamais t'auras un bon salaire parce qu'avec les doctorats, tout ça, les gens sont surdiplômés, ils sont surqualifiés, ils trouvent pas. Mais quand tu veux vraiment des graines, tu trouves les postes. Exactement. Tu les trouves. Bon, par contre, il y a des contreparties à ça et au final, je gagnais très bien ma vie, mais j'étais dans une angoisse. Enfin, c'était compliqué. C'était des postes à responsabilité. Oui. Mais c'est généralement, ça vient pas sans. Ouais, voilà. Mais j'aurais jamais pensé un jour. Pour moi, c'était de l'ordre du délire. C'était le salaire de Mbappé pour moi, quoi. 4 000 €. Je crois que 4 000 €, c'est vraiment Mbappé. Il se lève, il se fait un café, il a gagné 4 000 €. Quoi. Je sais, mais pour moi, c'était des sommes. Enfin, voilà, c'était les 2 salaires de mes parents réunis. C'est presque des salaires de. Je sais que les dirigeants d'entreprise, ça peut gagner bien plus, mais dans ma tête, c'était des salaires de grand cadre. J'avais 30 ans. Ouais. 30 ans. On va en parler parce que donc aujourd'hui, tu as ta boîte. Ouais. Et tu as la possibilité de pouvoir te payer exactement ce que tu veux. Non, peut-être pas 4 000 € quand même. On va en parler. C'est très intéressant parce que... Est-ce que tu te rends compte que déjà, en disant ça, tu es toi-même en train de te limiter? Parce qu'en fait, ta boîte, en fait, tu peux devenir demain une marque internationale si tu veux. Et mais j'essaye. Hein. Et créer un empire. Et j'essaye. Et donc, tu veux créer un empire en te disant, ok, je vais continuer à gagner 2000 balles. J'ai l'impression que ça serait injuste de gagner plus. On va en parler. Ça te dérange pas qu'on Non, que ça je me te dérange pousse pas. un peu comme ça? Non, pas de souci. Parce que je trouve ça génial. Et bien sûr, tu me disais juste avant qu'on a marché un peu et tu m'as dit, dis donc, j'ai écouté ton épisode de podcast là où toi-même tu fais ton histoire d'argent. T'es complètement niqué. Hein. Oui, je sais. Mais en fait, moi j'ai fait 15 ans en étant complètement niqué. Là, aujourd'hui, je comprends. Ouais, donc, non, mais je le sais, j'ai conscience. Ok. Bon, on va en parler. Ton premier souvenir en rapport avec l'argent? Alors, j'ai bien cherché ça. Je pense que le premier souvenir qui m'a un peu marqué, j'étais avec ma sœur. On était en vacances sur un bateau de croisière avec mes parents. Et il y avait une machine à sous. Et mes parents nous donnaient des pièces pour qu'on joue à la machine à sous. Et en fait, mais moi je voulais pas perdre cette pièce dans la machine parce que j'avais bien compris qu'on gagnait presque jamais. Et ma sœur, en écureuil névrotique, mais dans l'autre sens, balançait toutes ses graines. Pas du tout écureuil, elle avait 4 ans. Donc en tant que petite fille de 4 ans, mais moi je devais en avoir 6, elle retournait voir mes parents qui lui redonnaient des pièces. Et moi je voyais toute cette fortune, alors que ça devait être des pièces de 1 centime, partir. Et en plus, ce qui était complètement injuste, c'est qu'il lui en redonnait. Et ça, c'est d'ailleurs toute l'histoire de notre adolescence. C'est que ma sœur, elle claquait tout et à chaque fois on lui redonnait de l'argent. Et moi je claquais rien, on m'en redonnait pas. Donc j'étais perdante dans l'histoire. C'était complètement injuste. Mais en fait, de voir que c'était angoissant pour moi de dépenser cet argent parce que je voulais le garder et à côté de ça je voyais ma sœur balancer les pièces et je voyais qu'elle en avait beaucoup plus mais en même temps je pense que c'est le premier et c'est marrant parce que c'est resté comme ça. Ma sœur est super dépensière, peut-être pas non plus de manière délirante, mais c'est resté un pattern par rapport à ton échelle. Elle est vachement dépensière. Ouais. Ok. Et moi, je gardais... Et d'ailleurs, j'ai un autre souvenir que je trouve marrant. C'est qu'un jour, je suis partie en Italie avec mes parents quand j'avais 13-14 ans. Et mes parents m'ont donné de l'argent pour dépenser, pour acheter des souvenirs. Et en fait, je me souviens que je voyais toutes mes filles les filles claquer leur argent pour acheter des souvenirs. Et moi, j'étais tellement en angoisse de dépenser cet argent-là que je le gardais. Et quand je suis rentrée chez moi, ma mère, elle me dit qu'est-ce que t'as acheté? Je lui dis j'ai rien acheté. Et en fait, elle a récupéré l'argent. J'étais dégoûtée. Et tu l'as pas dit? Non, parce qu'en plus, elle l'a pas fait méchamment. C'est dans le sens, il y a 20 €, je les récupère, t'en as pas eu besoin. Alors que dans ta tête, est-ce que tu étais en train de l'économiser pour te dire au moins je pourrais l'avoir après, ça sera un petit gland de plus? Je sais pas honnêtement ce que je me disais, mais je me disais dès que je voyais un truc, je me disais mais quand même ça vaut pas le coup de dépenser ton argent là-dedans. Ce qui était possible non plus. Peut-être que tu n'en avais rien à foutre d'acheter des souvenirs, tu vois, à l'époque. Ouais, mais je revois encore des trucs qui me faisaient un peu envie, mais il y a plaisir coupable. Mais j'ai encore ce rapport-là. Quand je vais dans un magasin, que j'ai envie d'acheter un truc, je me dis quand même... Et quand même quoi? T'es pas obligé d'acheter ça, quoi. Ok. mais pourquoi? Parce que t'as peur d'y laisser un gland ou parce que tu te dis en termes de consommation, ça vaut pas la peine, etc. Ce qui est pas la même... c'est pas la même motivation, quoi. Je me dis ça peut me faire plaisir, mais en même temps je peux m'en passer.
Ok. Mais alors là, j'ai l'air peut-être d'être très, très, très économe. Mais d'un autre côté, je peux d'un seul coup, parce que j'ai envie, claquer 3 000 € pour m'acheter un MacBook Pro. Enfin, je suis pas non plus... Enfin, je vais être capable de m'acheter tous les 3 ans un téléphone à 1 000 €. C'est le dernier cri. Je vais pas avoir envie de prendre celui qui est les 2 classes en dessous. Alors qu'à chaque fois, je me dis, la prochaine fois, tu prendras... celui de l'avant-dernière génération, et à chaque fois je reprends le dernier parce qu'il est 200 € de plus, et je me dis de toute façon la somme elle fait mal, donc que ce soit 700, 800, 900, ça fait mal pareil, ça va te faire mal, donc fais-toi plaisir. Ça te fait mal Ouais, franchement, je me sens coupable d'acheter un téléphone si cher. C'est même pas qu'il soit si cher, parce que je comprends pourquoi j'achète le dernier cri, même si rationnellement je pourrais en prendre moins cher. C'est ton métier hein, aussi, ouais. tu l'utilises, c'est comme ça un outil de travail quoi. C'est comme ça que tu le rationalises. Ouais, je me dis, c'est ton métier, tu fais des photos, des vidéos, parce que sur YouTube je fais des vidéos, il faut quand même que j'ai un téléphone qui enregistre bien, donc je le rationalise comme ça. Ok. Bah ouais. Je me sens quand même un peu coupable, mais bon, quand j'ai besoin, je le fais. Surtout que généralement, j'achète quand je viens de casser mon téléphone. Ok. Donc il n'y a vraiment plus de choix, j'ai plus de téléphone. Ah oui, donc tu vas jusqu'au bout quand même de là où il est allé. Ouais. Oui, c'est pas juste un truc où tu te dis, tiens, tous les 2 ans, j'en rachète un nouveau. Sauf que je le casse tous les 2 ans. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Ouais, quand t'as 3 enfants de moins de 6 ans, ah oui, ça j'avoue. Téléphone. Ça j'avoue, faut avoir une bonne coque. Mais ouais, je les casse quand même assez. Mais des fois, ça m'arrange. Je me dis, ouais, mais tu l'as cassé, donc faut acheter. Faut acheter maintenant. Ouais. Et tant mieux. Ouais. Et là, pour le coup, ça te fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. Mais 1 mois ou 2 après, je me dis, tu vois, ton téléphone, tu l'as vu, tu l'as utilisé. Oui, il est bien, mais en fait, t'aurais pris celui de gamme en dessous. Au final, au bout d'un mois, tu fais plus la différence. Donc, en fait, il y a trop le rationnel qui vient. Et le côté un peu consommation aussi, où... est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces trucs-là pour être heureux ? Enfin, moi, il y a des trucs, des fois, j'ai pas acheté, je me dis, mais en fait, t'as eu raison. Et à côté de ça, il y a des trucs, j'ai mis 6 ans avant de les acheter. En me disant, mais pourquoi t'as attendu 6 ans ? C'est ridicule. Et pourquoi t'avais attendu 6 ans ? Parce que je me disais, t'en as pas vraiment besoin. Mais t'en avais envie. Ouais, par exemple, une liseuse électronique. Ouais. Ça faisait 3-4 ans que, peut-être même plus, que je voulais la dernière version d'Amazon, la Oasis Kindle, parce qu'en plus j'ai un problème, c'est que je veux toujours le plus cher et le dernier cri. Ouais, mais ça peut... mais en vrai, je trouve que c'est une règle plutôt cool. C'est-à-dire que tu vas chercher le plus cher et tu te dis, en revanche, après je le garde longtemps. Et en fait, je me disais, mais est-ce que vraiment tu vas l'utiliser ? Et à chaque fois, ma conclusion, c'était, non, peut-être pas, parce que t'aimes bien aussi le format papier. Et en fait, j'ai attendu 6 ans. Et à un moment, je me suis dit, t'y penses quand même depuis 6 ans, quoi. Donc, c'est un truc qui coûte 250 €. Et mon mari a voulu me l'acheter pour mon anniversaire. Et sur le coup, je lui ai dit, ouais, mais non, je vais peut-être pas l'utiliser. Et là, on a acheté une maison récemment. On est devenu propriétaire. Il me dit, ouais, mais tu sais, vaut mieux l'acheter maintenant. Parce qu'après, quand on aura le crédit, ça sera encore plus compliqué pour toi de te faire plaisir. Et donc, il m'a rationalisé le truc. Il anticipe lui-même ta propre névrose, c'est ça ? Et du coup, il me l'a acheté et je l'utilise. Okay. Et je me dis, et même si un jour tu l'utilises plus, oui, tu auras dépensé 250 €. Il est dans le même rapport à l'argent que toi ou non, pas du tout. Beaucoup plus détendu et très détendu. Quand il fait ça, il anticipe plutôt ta propre zinzinerie. Ouais, je pense. Okay. Lui, il est très détendu par rapport à l'argent. Ok. C'est pas un problème pour lui. Et comment il perçoit ton rapport à l'argent alors de ce fait-là ? Mais il m'en a jamais parlé. Je pense que pour lui, c'est pas un problème. Alors, j'ai la chance, il est pas très dépensier. Mais en fait, c'est pas le mec qui va s'acheter plein de vêtements et tout, donc heureusement, parce que ça me provoquerait des angoisses. Ah bah oui. Mais vu qu'il est pas dépensier, mais il a pas non plus un rapport pathologique à l'argent, c'est pas vraiment un sujet de discussion. En fait, il me laisse dans mes délires. Il me laisse hésiter 6 ans pour ma tablette, quoi. Il se dit, le jour où elle le voudra vraiment, elle va l'acheter. Et à côté de ça, quand j'ai envie vraiment d'un truc, je peux me l'acheter en 1 mois ou 2, quoi. Ça dépend. Et vous avez jamais parlé d'argent dans votre couple ? Un peu si, parce que on en parle notamment sur le budget course. Ouais, par exemple, le budget course, moi je trouve que vraiment ça va trop loin. Il se contrôle. C'est pas qu'il se contrôle. Ah, mais donc il dépense de l'argent ? Dans les courses. Ouais. Mais bon, c'est des trucs qu'on mange, donc c'est pas... il pourrait prendre les prix les moins chers. Ouais, mais il fait quand même un peu attention à ça, mais même quand même, je trouve que tous les mois on dépasse le budget, et moi je lui dis, mais attention, on dépasse le budget, c'est n'importe quoi, c'est délirant les budgets qu'on met en course.
c'est n'importe quoi. Et en fait, il s'en fout parce qu'il sait que l'argent, on l'a. C'est ce que j'allais te demander, c'est que en fait vous dépensez le budget, mais peut-être vous pouvez le réajuster, non ? Ouais, mais j'arrive pas à le réajuster. Parce que justement, je lui dis, il faut qu'on essaie de pas dépasser ça, mais en fait, on dépasse tout le temps. Non, ce que je veux dire, c'est que vous pourriez vous poser et dire, ok, ça fait X mois qu'on dépasse le budget de, je sais pas, 200 balles. Peut-être on peut mettre 200 balles de plus dans le budget, comme ça, toi, ça te rationalise. Ah ouais, on pourrait faire ça. Sauf que moi, j'essaie plutôt de le tirer vers le bas. Moi, le rationnel, c'est plutôt de le tirer vers le bas parce que j'estime que c'est trop... Alors que vous avez de l'argent. Alors qu'on peut, ouais. On peut le faire. Et encore, on n'achète pas... Donc c'est intéressant, tu vois, parce que vous prenez la tête sur un truc sur lequel lui, j'imagine que ça lui fait plaisir. Toi, ça t'angoisse. Ouais. Et en fait, peut-être que si vous trouviez un truc de... Bah, peut-être si on augmente le budget de ce fait-là, ça fait partie de ton système, tu vois. Ouais. Bah, parce que je trouve que c'est un peu de l'argent foutu en l'air oui. Quand on dépasse les 1 000 € de course par mois. Bon, on est 5. Hein. Bah, vous êtes plein. Mais voilà, des fois, on est à 1 200. Je me dis, mais tu te rends compte, c'est quasi un SMIC. Je dis, il y a des familles... Ils ont 3 enfants, ils dépensent pas tout ça. Mais il me dit, mais il y a l'inflation, mais tu te rends pas compte les courses en ce moment. Et en fait, bref. Mais en fait, on peut le faire. Mais c'est vrai que je me dis, bah, tu te rends compte par rapport à un salaire français, ce que c'est là ? Pour acheter des pâtes et des saucisses knacky, c'est trop. Ça va trop loin. Mais c'est des trucs qu'on consomme, par contre. On n'achète pas n'importe quoi, mais bon. Ouais. Je comprends la prise de tête. Je comprends qu'ils viennent avec son Kindle en disant, tiens, achète-le maintenant, comme ça après tu casseras un peu moins les couilles. Bah oui, mais surtout qu'il voit pas le problème parce qu'on peut le faire. Et il se dit, mais... Enfin, je vois bien que... Parce qu'il se dit, bon, elle est avec ses angoisses, on va la laisser à la fin. Et en même temps, je me dis, bah c'est vrai que c'est con de... C'est quoi votre budget global ? C'est quoi Moi, j'aimerais ne pas dépenser plus de 800 € en course, par exemple. Parce que je sais qu'on peut. Si je fais les courses en ligne, on peut. Ah. Le contrôle par les courses en ligne. Ouais. Et c'est lui qui s'occupe des courses ? Souvent, ouais, mais alors si je le lâche dans un supermarché, s'il m'entend. Mais je le lâche dans un supermarché, on rentre, on en a pour 200 €. Je dis putain. C'est des trucs qu'on mange. Hein. J'adorerais qu'il soit là. Et lui, il serait là. Mais c'est quand même bon, c'est pour le bon manger, là. Tu vois, à la fin, c'est du plaisir. Mais oui, c'est ça. Mais il me dit, on va le manger. Il dit, tu prends pas assez de gâteaux pour les enfants et tout. Je dis, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir chacun 4 gâteaux au goûter ? Tu comprends, alors c'est du plaisir. Tu connais cette sensation ? Ouais, le plaisir. Bon... Bah oui, mais bon, faut un peu se contrôler quand même. Se contrôler dans le plaisir. T'as l'air d'avoir marié un jouisseur, quoi, tu vois, qui aime bien, qui aime bien se faire kiffer. Ouais, donc non, tu peux pas dire au kiffeur, ça serait bien de se contrôler un peu dans le kiff, tu vois. Mais le pire, c'est que je pense qu'il essaye. Putain, c'est génial. D'où viennent, tu disais, tes parents sont salariés, c'est ça ? C'est quoi leur situation ? Dans quelle éducation autour de l'argent t'as été élevé ? Mes parents, concrètement, sont de la classe moyenne. En fin de carrière, ils devaient gagner autour de 2000-2200 €. Et ils sont maintenant propriétaires d'un bel appartement à Paris parce qu'ils ont acheté à l'époque où c'était encore possible et tout. Donc je pense qu'ils se sont quand même pas mal... je sais qu'ils se sont pas mal enrichis à ce niveau-là. Mais oui, en termes de patrimoine, un bel appart à Paris, c'est déjà pas mal de patrimoine. Ouais, voilà. Donc ils sont tranquilles, ils sont propriétaires, maintenant ils sont très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ils ont acheté, quand j'étais plus jeune, bon, je pense que j'avais un côté écureuil génétiquement, genre j'avais un petit côté comme ça. Franchement, la génétique, elle a bon dos. Hein, mais bon, je pense que j'avais la une spécialiste base. de la bio. Hein. Je pense qu'il y a quand même des caractères qui font qu'il va y avoir des gens qui sont plus dans l'expansion, l'extérieur, et d'autres qui vont plus... Tu crois ça ? Ouais. Moi, je parce crois que c'est ce que j'observe chez mes enfants. Je les surveille en ce moment, savoir quel rapport à l'argent. Bah oui, parce que tu crois bien qu'avec ton rapport à l'argent d'écureuil névrosé, tu vas pas leur refiler des névroses, quoi. J'essaye, mais c'est vrai que j'ai remarqué que ma fille, elle stocke un peu. Et pourtant, j'essaie vraiment de la libérer par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps, peut-être que... Bah, t'es toi-même dans... Oui, mais... T'es toi-même en train de montrer l'inverse, tu vois. Ouais, mais pas vraiment avec mes enfants, pour le coup. S'il y a bien un truc où je culpabilise pas, c'est avec mes enfants là-dessus. Et je lui dis d'ailleurs, je lui parle et je lui dis... l'argent,
t'inquiète pas, on n'en manque pas. Parce qu'on pourrait croire. Mais déjà, rien que de lui dire ça, t'inquiète pas, on n'en manque pas. Tu te rends compte que c'est une phrase... En fait, c'est pas une prise de tête d'enfant de lui dire ça. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai subi mon arnaque, elle l'a vu. Donc il a fallu... Bon. Merci, voilà. En fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi, l'un des trucs... Donc maintenant, j'ai 2 filles qui sont un peu grandes, mais en fait, je continue à apprendre ça, c'est que, en fait, t'as beau dire tout ce que tu veux à tes enfants, si tu fais l'inverse en termes d'action, bah en fait, peu importe, ils s'en foutent. Ils vont juste prendre l'exemple de mais ce je que peux tu vis. peut-être aussi lui expliquer que c'est moi qui aime économiser. Mais du coup, pour revenir à mes parents, donc quand ils ont été propriétaires de leur appartement la première fois, je pense que financièrement, ça a été un peu plus compliqué pour eux. Ils faisaient les courses avec une calculette. Enfin, ils faisaient vraiment attention. Okay. Mais en même temps, on n'a jamais manqué de rien parce qu'on est toujours partis en vacances. Je me rappelle même à l'époque, des fois, on partait même au ski. Donc, je pense que ça allait, quoi, globalement. Mais ma mère, elle était toujours en train de dire... J'espère qu'elle écoutera pas. J'espère qu'elle va écouter, ouais. Elle était toujours en train de dire... faut faire attention, faut qu'on fasse des économies. Elle disait ça à mon père, mais aussi à nous, des fois, quand on réclamait un truc. Oui, mais non, on a le crédit, il faut faire des économies, il faut faire attention. Et en fait, moi, je me rappelle que petite, c'était une angoisse pour moi. Parce qu'elle parlait souvent, elle avait peur de manquer d'argent. Et elle en parlait souvent. Et moi, qui comprenais pas bien ce que c'était, à 7-8 ans, je sentais le foyer familial en danger, en fait. Et du coup, dès qu'on me donnait de l'argent, je le stockais. C'est incroyable, non ? Bah ouais. T'es vraiment en train de reproduire ça avec ta fille, en fait. J'essaye de contrecarrer ça. Je suis pas en train de dire que tu l'as fait exprès, tu vois, mais cette histoire d'arnaque... C'est difficile de contrer sa personnalité, enfin Moi, j'essaie de travailler dessus, et quand on va dans des magasins avec ma fille, si elle veut un truc, pour le coup, je lui achète, et j'essaie comme je peux de lui donner une idée de l'argent qui est moins angoissée, même si moi, je sais que je le suis. Mais essayer de lui dire, l'argent, ça te permet de faire ci, de faire ça, ça te permet d'acheter des choses. Je lui dis des choses, par exemple, comme t'inquiète pas, tant que tu travailles... Enfin, tant que tu travailles, même si tu travailles pas, mais si tu travailles, t'en as de l'argent. C'est pas compliqué dans la vie, en fait. C'est des trucs que je me dis à moi aussi, mais pour essayer, parce qu'elle va avoir 7 ans bientôt, elle commence à un peu plus s'intéresser au sujet, à lui faire comprendre que c'est justement un moyen, un vecteur, et qu'il faut pas y projeter des choses. Mais en même temps, moi, je suis comme ça, donc je peux pas passer à côté. Non. Mais je crois pas que ce soit... Enfin, tu vois, tu dis personnalité et tout, pour moi, c'est des peurs. Et c'est pas un truc qui constitue ta personnalité, c'est juste une peur. Et en fait, effectivement, tu peux finir par avoir une personnalité où tu viens attacher ta personnalité à des peurs, tu vois, mais tu peux t'en libérer. C'est juste dans ta tête que ça se passe. Ouais. En vrai. C'est un beau film, c'est un studio Hollywood, là-haut. Ouais. Alors, parlons de cette... Donc, ouais, tes parents... Donc, plutôt une mère qui a peur, quoi, globalement, de manquer. Ouais. Alors, voilà. Donc, vous savez désormais qu'il est midi. Incroyable. Il est midi 15. Ils ont un quart d'heure de... On est mercredi. Le premier mercredi du mois. À Paris, c'est à midi. Pourquoi c'est à midi 15 ici ? Je ne sais pas. C'est le sud. Ils ont un quart d'heure de retard. Ils sont pas pressés. Je plaisante. Blague. On va laisser passer tranquillement ce petit moment sirène. Voilà. Et petit souvenir pour tous les gens qui regardaient MacGyver à l'époque, parce qu'on sortait, je sais pas si tu as connu, sur Mademoiselle à l'époque, on sortait tous les premiers mercredis du mois à midi. Et en fait, on disait aux gens, si vous vous souvenez, si vous entendez la sirène des pompiers, c'est que c'est le nouvel épisode de MacGyver qui est sorti. Voilà. 10 ans plus tard, j'y pense encore. Ça marche très bien. Mais pourquoi il y avait une sirène dans MacGyver ? Non, mais en fait, on sortait le premier mercredi à midi. Ah. Donc, il y avait un truc de, en fait, si vous entendez la sirène des pompiers, c'est que l'épisode il vient de sortir. Malin ou pas ? Ouais. Voilà. Merci les pompiers. Ouais, donc ta mère, plutôt dans un rapport assez conflictuel avec l'argent, et en tout cas avec perclus de peur, quoi. Mais ça remonte même jusqu'à mon arrière-grand-mère qui a fait croire toute sa vie qu'elle était pauvre, alors qu'elle était riche, mais très riche, rentière, avec des immeubles dans Paris. Et ses enfants, ils ont découvert sa richesse à sa mort. J'adore ces dos. Tu m'enverras ta daronne. On va faire un super épisode, elle et moi. Je peux. Elle habite dans le 20e, elle est pas très loin de chez toi.
Mais c'est ça en fait, c'est que tu te rends compte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet héritage ? Tu le sais ou pas ? Alors, ils l'ont dilapidé, Ah voilà. mes grands-parents. C'est terrible de voir ça aussi, quand t'es les générations suivantes. Alors, heureusement, ils avaient quand même un appart et tout, qui est resté la pierre, quoi. Mais sinon, tout le reste, ça a été claqué. Oui. Voilà, c'est très intéressant parce que soit... Enfin, là, ça fait 50 épisodes maintenant. J'ai un peu l'impression que soit t'y touches pas parce qu'en fait c'est maudit et que tu veux pas y toucher, tu vois. Soit, en fait, tu sais tellement pas quoi en faire que tu le brûles, quoi. Ouais, c'est ça. C'est génial. Ok. Et ta mère vit bien le fait que ses parents aient dilapidé tout l'argent de grand-maman ? Elle a quand même pu hériter de l'appartement. Donc, bon, ça va. Oui. Voilà. Après, c'est sûr que je pense qu'elle aurait préféré que tout ça, ça parte pas en montre Cartier, en manteau de fourrure en plus. La classe. En Mercedes. Après, ça peut être un kiff. Hein, oui, tu vois, bah oui, c'est ça, ils font ce qu'ils si t'as veulent. de l'argent, Ouais. voilà. La maman de Laure, si vous m'écoutez, surtout n'hésitez pas, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Et je crois qu'il y a matière de faire un super épisode. Donc ouais, et ton père, lui, de son côté, il a un rapport plus détendu ? Alors, mon père... C'est lui qui fait les biftons à ta sœur, là ? Ah non, mais mes parents, faut que je te les envoie en couple. Ah. Ma mère, mon père n'a pas eu de carte bleue pendant genre 60 ans. Elle lui donnait 23 € d'argent de poche par semaine parce qu'il avait arrêté de fumer et qu'elle lui disait voilà, c'est l'argent de tes cigarettes. Sauf qu'avec l'inflation, il s'est fait arnaquer. Mais il n'a pas eu non seulement pas de compte bancaire, mais ni de carte bleue. Et c'est moi, il y a 5 ans, qui lui ai ouvert un compte Boursorama sur lequel elle accepte de mettre de temps en temps 500 €. Mais ton père travaillait ? Oui. Il avait des revenus ? Alors mon père, oui. Mais il dit, t'inquiète pas, je connais les codes de carte bleue. Donc en fait, il se commandait des trucs sur Internet. Il me dit, t'en fais pas pour moi, je connais les codes de carte bleue par cœur, il n'y a aucun souci. Mais ouais, il avait pas de carte bleue. Et d'ailleurs, c'était galère parce que quand il devait prendre de l'essence et tout, il devait lui demander à l'avance. Non, mais... Ah non, mais combien de fois on s'est moqué de lui là-dessus. Et d'ailleurs, ma mère m'a déjà dit, mais tu devrais faire pareil avec ton mari. Hein. Si tu trouves qu'il dépense 100 000, il prend sa carte bleue. Je dis, mais moi, il va pas être d'accord. Il va pas vouloir. Je suis en PLS. C'est toute la famille qui a... Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mais tu m'étonnes que tu vas t'écureuil avec ta daronne qui... T'imagines ? Mais elle lui donnait 23, pas 25. Et attends, le pire, c'est que 2-3 mois plus tard, elle lui disait, tu peux me payer le coiffeur, Pascal. Donc avec cet argent, il devait lui faire des cadeaux. Donc l'argent lui revenait. Mais c'était pas son argent, on est bien d'accord. C'était leur argent. Ouais. Cher papa de l'or. Mais maintenant, il a une carte, je lui ai ouvert un compte Boursorama. Non, mais tu te rends compte que c'est toi qui lui as ouvert un compte ? Ouais. Et qu'elle lui met de l'argent dessus. Mais elle regarde quand même qu'il le claque pas trop n'importe comment. Et c'est lui qui paye le resto, qui lui paye le coiffeur. Mais tu te rends compte que c'est toi qui lui as payé un compte ? Non, je l'ai pas payé, c'était gratuit. Non, que tu lui as... Ouais. Que tu lui as ouvert. Pardon, j'ai fourché. Bah, d'ailleurs, ma mère, elle était pas très contente sur le coup. Je me suis dit, ça va jamais arriver jusqu'au bout. Mais il avait genre 60 ans, 65 ans quand je l'ai fait. Mais il pouvait pas s'ouvrir un compte tout seul, ton Si, papa, là mais je pense qu'il était pas dans le... Il me dit, mais t'inquiète pas, je connais les codes de carte, je sais faire fonctionner tout ça. Tu voulais émanciper ton propre père ? Non, pour le coup, c'était vraiment pour rire parce qu'on s'est toujours moqué de lui avec ça. D'ailleurs, je pense que ses collègues, ils ont dû... je sais pas s'ils le cachaient, je crois pas. Mais moi, je me suis toujours un peu moquée et un jour, je lui ai dit, mais ça suffit, c'est plus possible. Et c'était pour la blague, je lui ai ouvert un compte, sauf que il l'a toujours ce compte. Et il s'en sert du coup, maintenant il a une carte bleue. Et il a négocié ça en disant, non, mais c'est pratique parce que quand je dois prendre de l'essence... Mais il a négocié ça, je veux dire, ton père, c'était dans le sens... Il est à la retraite, c'est ça ? Ouais. Il touche une retraite. Bah oui. Où va cet argent ? Sur le compte commun. C'est génial, putain. Mais après, quand il veut s'acheter un truc, il peut le faire, mais... Non mais, t'as l'air de trouver ça normal. Non, je trouve pas ça normal, ça me fait rire. Après, je comprends que ce soit ta normalité depuis des années, tu vois, mais c'est pas normal. Moi, ça me choque pas, parce que ils font... Tu sais, il y a une époque où c'était les femmes qui géraient les sous, les hommes qui partaient bosser. Bon, je sais que c'est un peu différent maintenant, mais si c'est leur fonctionnement et que ça leur convient, et que, pourquoi pas, tu vois. Ok. Enfin... Moi, chacun son... Et toi, par rapport à ça, t'as la sensation que t'as hérité d'un truc, d'un rapport à l'argent qui est tout à fait serein et que... Non, moi, j'ai pas un rapport à l'argent serein, ça c'est clair. Cette histoire de gland, là, ça vient pas de nulle part. Le truc de 23 €, ça me fait rire. Parce que je me disais, en plus, c'est parce que c'était l'époque de son paquet de cigarettes et quand il a arrêté de fumer, elle lui a dit, je te donnerai 23 €. Mais ça n'a jamais bougé. Et moi, je lui disais, mais négocie une augmentation, c'est plus 23 €. Mais la liberté
Oh là là. Mais pour le coup, mon père, c'est pas du tout quelqu'un qui est genre. Je pense que s'il avait vraiment voulu changer la situation, il l'aurait fait. Ok. C'est pas genre victime de sa femme. Ce que ça le fait marrer, il s'en fout. C'est ma mère qui gère l'argent, mais quand il a besoin, il prend, il retire, il lui prend sa carte. Ok. Ils fonctionnent comme ça, quoi. Incroyable. Bon, et cette histoire d'arnaque, alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est Mais, que. attends, pardon, mais je reviens un peu en arrière, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, dans ton rapport à l'argent, on a bien compris que depuis que tu es petite, c'est un peu complexe. En grandissant aussi, c'était toujours pareil, c'est ça? T'as cumulé tout? Ouais. C'est-à-dire que l'argent En fait, que tu pouvais avoir d'anniversaire, machin, tu... En fait, depuis que je suis petite, dès qu'on me donnait 50 €, j'accumulais. Dès que je travaillais, j'accumulais. Tout en dépensant quand même dans quelques plaisirs ponctuels, par exemple des belles vacances. On se faisait des belles vacances dans des beaux hôtels, genre en Asie et tout. On a quand même un peu profité. Mais c'est vrai que je suis pas la fille qui va se faire plaisir à s'acheter 300 € de vêtements tous les mois, quoi. Moi, je peux très bien rester avec les mêmes vêtements pendant 1 an, 2 ans, Oui. mais parce que c'est pas mon plaisir. Mais je sais pas, peut-être que par an, je devais dépenser, je sais pas, 3 000 € grand max. Enfin. Pour des plaisirs, je parle. Alors, Ok. ça peut peut-être paraître beaucoup comme ça, je sais pas, mais par rapport au salaire que j'ai eu, en fait, donc oui, donc d'abord j'ai été étudiante. Donc je passe par la phase où ma mère me donnait que 2 € pour manger le midi parce qu'elle estimait que c'était suffisant à Paris. Ta mère, c'est En 2005. tortionnaire. Mais si, tu m'as dit que tu pouvais t'acheter un plat de pâtes à 2 €. Oh la vache. Donc bref, je passe cette étape. Et donc, moi, je travaillais l'été. Donc, dès que j'avais un peu d'argent, je stockais. Et donc, je le mettais sur mon compte bancaire. Tout ça, plus tous les 50 € qu'on m'avait donnés à Noël et aux anniversaires. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, donc j'étais en thèse pendant 3 ans, j'ai quasi tout stocké. Alors, Parce que tu gagnes un peu d'argent, c'est ça, en thèse? C'est quoi? j'ai gagné 1 600 € à l'époque. Ok. Et j'ai quasi tout stocké. Enfin, quand je dis quasi, je devais même pas dépenser 100 € par mois. Hein. Franchement, j'ai tout mis de côté. Mais tu sortais pas, enfin, Si, je faisais quand même des restos, parce que tu vivais à mais j'en Paris. faisais pas beaucoup. En fait, j'avais déjà rencontré mon conjoint, qui est mon mari maintenant, et donc on se faisait un resto le week-end, mais tu sais, c'est pas comme ça que tu claques 1 600 €. Oui. Donc, donc en fait, j'ai tout stocké pendant 3 ans. Donc ça m'a fait une belle somme à la fin. Et en fait, après, j'ai continué à stocker sur mes salaires suivants. Et au bout d'un moment, j'ai gagné de plus en plus. Parce que tant que j'étais à 2000, 2002, et au bout d'un moment, j'ai vécu avec mon mari, là, c'est un peu plus difficile d'économiser. Donc, au contraire, je piochais un peu dans les trucs pour partir en vacances ou quoi. Mais en fait, après, quand j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie et avoir des salaires que j'aurais jamais pensé atteindre, donc je suis très vite arrivée à 3005. Est-ce qu'on peut arrêter de dire bien gagner sa vie? Parce que ça veut dire que si jamais t'arrêtes de moins bien gagner ta vie, Ouais. ou que t'as un salaire moins bien, tu vas perdre ta vie. Surtout, je pense que pour des gens, 2002, c'est déjà beaucoup. Moi, je sais que quand j'ai parlé des fois à des copines qui n'étaient pas vraiment du même cercle, pas étudiantes, tout ça, elles me disaient, mais 2002, mais c'est énorme. J'avais l'impression que je leur parlais d'un salaire à 8000. Moi, j'ai déjà une vision biaisée parce que la première fois que j'ai eu 2002, j'ai trouvé que c'était énorme. Et puis après, j'ai 2005 et je me suis dit, mais c'est énorme. C'était plus que ce que mes parents n'avaient jamais eu. Et puis après, j'ai eu 3005. Et là, demain, on me dirait salaire à 2002. Je me dirais, j'espère que je vais pas heurter les gens. Non. Mais c'est vrai que c'est devenu pour moi, enfin en tout cas à mon échelle, à l'échelle de mon expérience, de mon expertise, etc., du niveau d'études, parce que j'ai quand même fait 8 ans d'études, je me suis dit, non, finalement, j'ai pas fait tout ça pour gagner, entre guillemets, si peu. Surtout à Paris, avec 3 enfants, enfin... Et Puis t'as le droit de dire ça. Pourquoi tu t'excuserais de dire ça, tu vois? T'as fait 8 piges d'études dans un truc... je pense que ultra stylé, en plus. Il y a quand même beaucoup de gens qui toucheront jamais ces salaires-là, Bien sûr. même 2005, et qui pourraient être heurtés du fait. Puis tu sais, moi j'ai une chaîne YouTube aussi, je l'ai dit tout à l'heure, et je vois les rapports à l'argent des gens, ce qu'ils voient sur les réseaux. Dès que tu gagnes un peu d'argent, c'est tout de suite mal perçu, comme si il t'était tombé du C'est ciel. parce qu'on n'en parle pas. C'est pour Ouais. ça que ce podcast C'est est cool. reproché. Et c'est parce qu'on n'en parle pas. C'est parce qu'en fait,
on passe notre temps à projeter des trucs sur l'argent alors que ça ne devrait pas. Moi, je sais qu'on m'a déjà dit au travers de mes vidéos, alors que je n'ai jamais parlé d'argent sur ma chaîne, avant même que j'ai une chaîne. Ouais. J'ai déjà eu des réflexions d'abonnés qui me disaient « Ouais, on en a discuté, toi, ça se voit que t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche. » Non, juste parce que je m'exprime correctement, que je suis habillée normalement et que j'ai un niveau d'études. Les gens imaginent et projettent des choses comme quoi je viendrais... Alors, il y a eu de l'argent dans ma famille, mais bon, tout a été dilapidé. Mais que je viendrais d'une famille qui m'a payé les écoles, les trucs. Et quand bien même ça serait le cas, c'est pas volé, c'est l'argent de la famille. Mais moi, je me suis construite pour le coup toute seule. Ma petite fortune, je les ai accumulées toute seule grâce à mon travail. Mes études, elles ont été complètement, entre guillemets, gratuites, à part les frais d'inscription. Et je me suis construite toute seule. Mais je vois bien que... il y a qu'à voir, par exemple, quand on voit un homme politique dire à la télé « Ouais, à 3 000 €, on est riche ». Bah, ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Bah, ça dépend, en fait. Ça dépend, 3 000 € à Paris, Bah, après, il y a des stats, tu vois. C'est-à-dire que à 3 000 €, tu fais partie des X% les mieux payés, c'est ça, des mais meilleurs du coup, salaires. tous les autres, qu'est-ce qu'ils pensent ? Elle gagne 3 000 € ou elle gagne 2 500, elle trouve que c'est pas beaucoup. Tu vois ? Bah, et oui. c'est ça qui est compliqué. Et pour moi, c'est aussi en ça que ce podcast est intéressant, c'est que t'es pas juste en train de donner ton salaire, t'es en train d'expliquer tout ce qui se passe derrière dans ta vie depuis le début. De nous expliquer l'histoire de ta famille, etc. Et en fait, d'un coup d'un seul, on comprend un peu mieux d'où tu viens et quel est ton parcours. Et surtout, effectivement, en fait, t'as le droit de te dire, en fait, moi, je me suis payé 8 ans de thèse. Et en fait, j'ai envie que, grâce à ça, je puisse avoir un niveau de vie qui me permette de pouvoir payer plein de courses à mon mec. C'est ça. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à atteindre les 3 500, 4 000, ça m'est déjà arrivé de le dire en entreprise parce que je cachais pas mon salaire et si on me demandait, je le disais. Mais après, je pouvais être critiquée par les équipes. Ah, juste parce qu'elle a un doctorat. Oui. Bah oui, juste, fallait le faire. C'est ça. Fallait le faire et surtout, je me suis battue. J'ai eu des postes compliqués à gérer. Psychologiquement parfois, ça m'est déjà arrivé de revenir en pleurs du travail. Alors je sais qu'on peut avoir des salaires plus faibles et aussi revenir en pleurs du travail, mais ça m'est arrivé de gérer des cas vraiment très complexes avec pour le coup des patients. Je suis pas médecin, mais je devais gérer des gens qui étaient parfois, des cas avec mon entreprise de biotech, de gens qui étaient entre la vie et la mort le week-end. Bon c'est pas la même pression que juste arriver, faire ses heures et repartir. Oui, bien sûr. Et ça, dans ta tête, ça mérite salaire. C'est-à-dire que t'as pas de problème à te le dire, ça, aujourd'hui, en tout cas. Ouais. T'as fait ce chemin-là de te dire, ok, en fait, c'est quand même beaucoup plus d'argent que mes parents, et donc j'ai dépassé, entre guillemets, mes parents. Ouais. C'est un vrai plafond, hein, tu vois, psychologique à passer, je trouve, de te dire, ok, je vais gagner plus d'argent que mes parents. Et aussi, ça m'a permis de comprendre que tu peux avoir tout cet argent, mais c'est pas tout cet argent qui va faire que t'es bien. Et que des fois, il vaut mieux gagner 2 000 € mais être tranquille. Oui. Et ça, il a fallu que j'ai ces salaires-là, que j'ai jamais souhaité, mais que quand je les ai eus, moi, quand je disais à mes parents, qui étaient super fiers, Laure, elle gère une équipe, je disais, mais moi, j'en peux plus. Être chef d'équipe, c'est pas pour moi, c'est trop de stress, trop de problèmes. Je préférerais gagner des fois moins, mais être plus tranquille. Mais ils comprenaient pas, ils me disaient, mais Laure, tu te rends plus compte, c'est quoi la valeur de l'argent ? Tu te rends compte le salaire que t'as ? Mais je dis, mais vous vous rendez pas compte des problèmes que j'ai à côté, quoi. Il faut leur faire écouter ce super podcast. Est-ce que tu as écouté l'épisode avec Sébastien qui a vendu sa boîte ? La colline, tout ça, oui. Voilà, il y a rien derrière la colline de l'argent. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Voilà, je vous invite à aller l'écouter si vous l'avez pas fait parce que c'est très intéressant d'entendre quelqu'un qui a vendu sa boîte pour plusieurs dizaines de millions d'euros et qui est très très riche pour, en grosso modo, sa vie, la vie de ses petits-enfants, de ses enfants, de ses petits-enfants s'il en aura, et en fait qui se tue au travail parce qu'il a peur de toucher à son capital. Je comprends, je comprends. Tu comprends ? Ouais, franchement. Et sur cette histoire, il disait qu'il prenait pas je crois que c'était des jets privés ou des trucs en avion pas chers. Enfin, je comprends. Il prenait pas des business class, c'est-à-dire qu'il il faisait des vols de 10-12 heures. Et je lui disais, mais mec, tu mesures 2 mètres, prends une business. En fait, certes, tu vas payer beaucoup plus cher, mais en fait, à la fin, ta vie, tu vois, tu peux dormir dedans. Et il disait, non, mais moi, jamais je dépense. Pas pour le confort. Ouais. Et moi, j'ai un truc comme ça aussi, c'est dépenser l'argent pour le confort.
c'est très compliqué. Il faut savoir. Ouais. Être dur au mal, c'est ça? Souffrir. Bah non, mais tu vois, genre femme de ménage ou même nounou, quand tu peux garder tes enfants. Mais moi, j'ai galéré à gérer ma boîte avec mes enfants à la maison, mais j'étais en craquage, limite burn-out maternel, parce que je voulais pas payer 800 € de nounou. Ça va mieux? Oui. Ok. Parce que j'ai accepté de payer. Mais mes enfants, j'en ai 3, une de 6, un enfant de 3 ans et une fille de 2 ans. J'ai commencé qu'il y a 1 mois. Ah ouais? Ouais. Donc, attends, t'as lancé ta boîte avec 3 mômes en bas âge? Bah, ma fille était à l'école. En plus, pendant les confinements et oui, tout. avec le confinement? Ouais. Incroyable. Ouais. Mais t'as pas fait ce calcul assez rationnel, pour le coup, de chef d'entreprise, en fait, je vais récupérer autant en productivité qui va me permettre de pouvoir faire grandir ma boîte d'autant? J'ai essayé de le faire, mais ça passait pas. C'est-à-dire? Déjà, il y a ce truc aussi de... Moi, je m'étais toujours dit, cette boîte-là, elle va me permettre aussi de m'occuper de mes enfants et d'être plus présente. Le paradoxe après de lancer sa boîte et de dire, ah bah non, du coup, je la supporte plus. Alors que c'était la réalité. Et je vais les mettre en crèche. Genre, moi, je m'étais toujours dit, par exemple, mais quelle chance elles ont ces femmes de pouvoir avoir leurs enfants le mercredi quand je bossais. Résultat, maintenant, j'ai ma boîte. Et qu'est-ce que je fais? Je les mets au périscolaire parce qu'en fait, je peux pas les avoir toute la journée le mercredi. Et en fait, paye tes paradoxes, quoi, en fait. Et c'est vrai que ce truc-là de me dire, bon, je peux être présente pour mes enfants, ils sont quand même mieux à la maison et tout, ça m'a tenu longtemps. Jusqu'à ce que vraiment j'arrive à un stade où je me dise, t'es en train de craquer et t'es en train de plus être sympa avec eux, donc... Mais parce que t'avais... En fait, c'était de la culpabilité que t'avais, ou alors c'est parce que t'avais vraiment envie de développer cette boîte et d'en faire un truc bien? Et de te dire, en fait, j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie dedans? Ouais, il y avait ça. J'avais envie de mettre toute mon énergie dedans. C'est impossible de travailler avec des enfants à la maison. Oui. Et surtout, jamais pouvoir prendre de rendez-vous, jamais pouvoir rien faire. Donc à un moment, je me suis dit, tu vas payer 700 € de crèche pour 2 jours, parce qu'en plus, c'est une crèche privée. Ça me fait mal tous les mois, mais quel bonheur. Tu vois, si aujourd'hui, j'ai pu venir... Mais quel bonheur, c'est grâce à ça. Avant, je disais, non, parce que là, elle fait la sieste. Tu peux pas gérer ta vie comme ça, c'est pas possible. C'était dur pour toi de réussir à vivre l'image que tu avais de la daronne que tu allais être, c'est ça? Ou que tu voulais être, en tout cas? Je pense qu'il y avait l'argent, parce que ça aurait coûté 60 €, je pense que je les aurais mis bien avant. Donc, il y avait l'argent. Okay. Il y avait aussi... par exemple, clairement, je la mettrais pas 5 jours en crèche, parce que je me dis, bon, quand même, pour elle... Voilà. Et puis je crois qu'il y a surtout un truc où je me suis dit, tu peux, t'es capable. Donc j'ai pu. Mais nerveusement, c'était très compliqué. T'aimes pas trop te faciliter la vie, quoi, alors, d'une manière générale? Non. Bon, revenons à cette arnaque. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, ma fille vient de naître. Elle a environ 3-4 semaines et on devait acheter une voiture. Donc c'était il y a 6 ans, c'est ça? Non, c'est ma dernière fille qui a 2 ans. Ok. Et en fait, je dis à mon mari, tu gères. Moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est trop compliqué, mais les voitures, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, c'est moi qui allais payer la voiture intégralement parce que, pour le coup, c'est moi qui avais les économies sur mon compte. Et qu'on préférait la payer cash parce que je voulais pas la payer à crédit et perdre mes graines alors que j'ai l'argent cash. Et donc... Tu voulais pas la payer à crédit, perdre tes graines alors que t'avais l'argent en cash? Parce qu'un crédit, ça coûte de l'argent. Donc, rationnellement, tu sais, mon côté scientifique, vaut mieux la payer cash. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais en plus payé un crédit pour mon arnaque, donc tant mieux. Et donc, du coup, on voit une annonce... sur le site de Paru Vendu Pro, donc j'en profite pour mettre les gens en garde. C'est pas parce que c'est sur la plateforme Paru Vendu Professionnel et que c'est censé être des professionnels que c'est la réalité. Et on voit plusieurs annonces, ça a l'air sérieux, il a un contact téléphonique, mais bon, on a quand même été très naïfs à plein de moments, parce que j'ai quand même fait un virement vers la Lituanie. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Bien sûr que non. C'est toujours drôle de l'extérieur. C'est vrai.
Non, mais ça s'est fait crescendo. Tu tombes Oui. dans un filet. Le gars parlait extrêmement bien français. D'ailleurs, il était français. Le site faisait très sérieux. Je me justifie, mais j'ai quand même fait un virement vers la Lituanie sans voir de voiture. Mais donc, à un moment, il était question de payer la voiture. Et donc, le gars nous dit j'ai mes fournisseurs en Lituanie. Il faut payer pour importer la voiture. Donc, nous, on n'avait pas l'habitude d'acheter des voitures comme ça, naïf. On l'a fait. Et surtout, comment dire on était tellement sous l'eau. Avec le 3e bébé, moi je venais d'avoir ma 3e césarienne, les enfants, la boîte, tout. Bien sûr. On était... Après, je pense honnêtement que ça aurait pu arriver même dans un autre contexte. Mais quand même, ça aurait pu arriver dans un contexte plus reposé, mais c'est vrai qu'on était sous l'eau, quoi. On était vraiment... Est-ce qu'il y avait un truc de... C'est une super affaire ? Est-ce que l'argent rentre en compte ? Alors non. Ok. On l'a pas choisi pour ça, parce que moi je connais pas les prix des voitures. C'était censé être une bonne affaire, mais pas non plus un truc délirant. On pouvait y croire. Encore que mon père m'a dit non, c'était vraiment pas assez cher pour ce genre de voiture. Mais en tout cas, pour mon mari et moi, ça passait. Mais en fait, j'ai réalisé depuis qu'il y connaît rien non plus en voiture. Je m'étais dit, truc sexy, c'est un mec et tout, il va gérer. Ne faites pas confiance à votre mec. Je plaisante, mais oui. C'était censé être une voiture qui avait fait un peu de kilomètres, donc du coup qui était moins chère, mais pour le coup c'était à 5 008, c'est censé coûter autour de 40 000 euros et c'était à 27 000 ou un truc comme ça. Enfin, il y avait bon, mais moi ça fait une grosse ristourne quand même. Hein. Ouais, mais elle était d'occasion. Enfin, moi en tout cas ça m'a pas parlé parce que je m'y intéresse pas. Donc ça m'a pas du tout parlé et visiblement mon mari non plus. Ok. Et donc, c'est toujours cool, on peut le dire peut-être, d'aller vérifier d'autres prix. Mais on connaissait les modèles. prix des neufs, mais pour le coup, on en avait vu d'occasion. Ok. Mais pour le coup, c'était vraiment des occasions. Donc c'était logique. Ah oui. Ok. Sauf que là, il me disait celle-là, en fait. elle a roulé 1000 km. En fait, c'était pas logique. Mais tu sais, maintenant, Il y a des caisses qui vendent, qui ont très peu roulé. Tu vois. Ouais, mais elles perdent pas presque un tiers de la valeur. Partie, mais pas autant. Ouais, mais bon, du coup, moi, sur le coup, je me méfie pas, je vois le site, je vois les trucs. Bon. Et au moment où je fais le virement, je vois Lituanie. Mais moi, tu sais, c'est l'Union Européenne. Moi, j'ai confiance en Lituanie. J'ai pas d'a priori, rien. Et je dis à mon mec, je lui dis, par contre, j'espère que c'est sérieux ce truc-là. Tu me fais pas faire un virement à la Lituanie avec, tu sais, la blague. Tu le savais? Non. Inconsciemment. Ah non, sinon je l'aurais pas fait. Okay. Et je lui dis en rigolant, j'avais vérifié qu'il avait bien une entreprise au RCS et tout. Ouais. J'avais quand même vérifié. Ah, t'avais quand même fait le taf. En fait, je lui avais dit de le faire, mais genre manque de confiance. Mon copain, il est un peu, il a plein de qualités, mais il est un peu tête en l'air. Et puis c'est ta maman, quoi. Je veux dire, on sent le contrôle. Je m'étais dit quand même, je vais quand même vérifier sa société, parce que lui, il a pas de société, donc ce genre de vérification là, c'est pas son délire. C'est un classique. Et en fait, mais il y avait tous les signes, mais de l'arnaque, mais ils étaient tous là. Et d'ailleurs, ils m'ont tous explosé en plein visage d'un seul coup. Mais je vais vérifier que le gars a une société, donc je tape son nom, il s'appelait Renaud Griot, et je vois que c'est une société qui existe à Nîmes ou je sais plus où. Et en fait, c'était une société dans le bâtiment. Et du coup, je dis à mon mari, mais pourquoi il est dans le bâtiment ? C'est bizarre. Et le gars, il avait réponse à tout. C'est-à-dire qu'il devait avoir l'habitude. Et donc, il dit, ouais, j'ai vu que vous étiez le bâtiment. Il dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, je me suis reconverti pendant le Covid, j'ai les statuts en cours, je vous les envoie. Et donc, on reçoit un mail avec le descriptif de la voiture et la pièce marquée statut. Et moi, dans ma tête, je me dis, ouais, ce truc statut, c'est bon, c'est vrai, pas besoin de l'ouvrir. Bon, il n'y avait rien dans ce document. Je l'ai pas ouvert, j'ai pas vérifié parce que je me suis dit, il les envoie, donc c'est que c'est bon. J'ai pas ouvert Incroyable. le truc. Parce qu'il y avait un document, je me suis dit, je vais pas me faire chier, allez encore C'était regarder. Blanc ? C'est un truc, je sais pas, tu pouvais même pas l'ouvrir. T'avais une pièce, mais je sais pas, non, il y avait rien en fait. Okay. Mais moi, je me suis dit, il nous envoie, il sait c'est quoi des statuts, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait. Mais il y avait vraiment tous les signes. Et donc, bref, un mois plus tard, on devait recevoir la voiture telle semaine, début juin ou juillet ou août, je sais plus. Et je vois, le lundi, on la reçoit pas. Donc je dis, je vais te la faire courte parce que je parle beaucoup, mais
En fin de semaine, parce que mon mari me dit non mais c'est bon, t'inquiète, on va la recevoir, c'est mardi, mercredi, on est qu'en début de semaine. Mercredi, je lui repose la question, au fait la voiture. Ah non mais c'est bon, t'inquiète. Puis moi je pensais à autre chose parce que j'étais pas stressée à ce moment-là. Et là le vendredi, je lui dis la voiture. Il me dit je sais pas, le gars il me répond plus et lui il avait pas encore capté. Et là je lui fais, là je m'écroule au sol, mais par terre. Genre vraiment c'est un choc, on peut pas imaginer. Enfin c'est comme un coup de poing dans la gueule en fait, mais sauf que c'est un coup de poing psychologique. T'es tombé par terre, littéralement. Non, je me suis écroulée, mais je me suis assise, me suis volontairement mise par terre parce que je tenais plus sur mes jambes en fait. Et là je lui dis c'est fini, c'est fini. Il me dit mais non, mais pas du tout, mais attends, je vais l'appeler, mais non, t'inquiète pas, panique pas. Je vais sur le site, il y avait plus d'affiches, il y avait plus rien. Paru Vendu Pro avait dû être prévenu. Paru Vendu, ils avaient tout fermé, donc il y avait plus de bannières. Et là je lui dis non mais c'est fini, Moi j'avais compris, mais lui il a été un peu dans le déni un peu plus longtemps, d'ailleurs tout le week-end au final. Et là moi faut faire face à ce choc-là, où tu comprends d'un seul coup que t'as lâché, du coup c'était 23 000 €, qui est pour moi une somme énorme. Enfin c'était quasi toutes les économies de ma vie, même si j'avais encore un peu d'argent. Enfin je sais pas, même pas exprimer le ressenti que ça fait. Tu te sens vidé. Comme si on vient dans ton appartement et que t'as plus aucune affaire. C'est genre ce genre de truc-là, tu te sens... Mais c'est une intrusion, quoi. Démuni, tu te sens... Et surtout, ce qui est terrible dans ces moments-là, c'est de réaliser qu'en France, il t'arrive ça, et tu récupéreras jamais ton argent, en fait. Et ça, sur le coup, tu le sais pas forcément. Parce que tu te dis, il y a une assurance, il y a les banques, il y a ci, il y a ça. Mais non, quand tu fais un virement et que tu donnes ton accord pour ce virement, c'est pas comme un paiement carte. Bien sûr. Donc c'est fini, t'as donné ton accord. Moi j'ai eu la banque au téléphone. Ils auraient pu me dire attention, vous faites un virement pour une voiture vers la Lituanie. Enfin, ils savent bien nous mettre en garde pour un paiement de 2 € par carte bleue et nous faire des 3D Secure et compagnie. Mais pour un virement, ils savent pas. Oui, j'accuse la banque maintenant, c'est de leur faute. Mais ils savent pas nous mettre attention, les virements vers l'Europe de l'Est pour des voitures sont potentiellement des fraudes. Et donc j'étais en colère contre beaucoup de monde à ce moment-là et contre moi-même aussi. Mais surtout contre toi-même, non? Ouais, contre moi-même, contre mon mari aussi. Et en fait, là, d'un seul coup, on se rend compte qu'on a plus... Enfin, pas plus rien, parce qu'heureusement, il nous restait de l'argent et ça n'a pas impacté notre qualité de vie. Donc c'est ça qui m'a permis de me dire, c'est pas ça qui va nous permettre, qui va nous empêcher de faire nos courses. Mais d'un seul coup, t'as tout ce que t'as mis de côté pendant 10 ans qui disparaît. Et c'est hyper dur d'encaisser ce truc, et surtout quand t'as un rapport comme le mien compliqué à l'argent, et en même temps ça fait réfléchir. Mais moi je me suis débattue après 6 mois, je me suis battue pour essayer de récupérer cet argent, en contactant des avocats, en voyant ce que je pouvais peut-être faire auprès de Paru Vendu Pro. Est-ce que je pourrais pas les attaquer eux, parce que c'est une plateforme professionnelle qui ont pris certainement de l'argent de ce professionnel pour le mettre en avant, avec ligne téléphonique, avec plateforme, avec tout ça. Et en fait, quand il y a un problème, ils s'en lavent les mains, c'est pas eux. Mais à partir du moment où tu prends de l'argent de gens et que tu les mets en valeur, que tu leur donnes un référencement naturel, c'était abusé. Mais non, il n'y a rien à faire. Dans ces cas-là, t'es foutu. Et en fait, je me suis battue pendant 6 mois. J'ai dépensé en plus un peu d'argent en frais d'avocat. Et en fait, je pense qu'on commence à accepter quand on se dit, non, tu récupéreras jamais cet argent, tu lui dis au revoir. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est quand on commence à discuter avec les gens et qu'on se rend compte que beaucoup sont victimes d'arnaques, mais n'en parlent jamais. Alors évidemment, c'est rare les gens qui ont des arnaques de mon niveau. Souvent, ils vont dire moi, un jour, je me suis fait arnaquer de 600 €. Je dis, mais 600 €. Mais bon, c'est le même. Au final, c'est un sentiment qui est similaire. J'avais un ami, il s'était fait arnaquer par son associé de 150 000 €. Mais ça m'a aidé, moi, qui me dise ça. Je me suis dit, voilà, la vie ne s'arrête pas parce qu'on perd. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée de mon père, il m'a dit, et je l'ai dit pour les gens ici, plaie d'argent n'est pas mortelle. Et je ne connaissais pas cette expression, mais c'est vrai. En fait, moi, c'est ce qui m'a aidé un peu à dépasser ça, c'est de me dire, l'argent, ça va, ça vient. Et tu peux le retrouver, tu peux le refaire. Ouais, mais c'est ça qui était dur, et c'est ça qui m'aide aujourd'hui, c'est de me dire, tu gagnes suffisamment bien ta vie, avec tes études, avec ta boîte que tu as construite et tout, pour... Un jour, cet argent, tu peux le retrouver. Mais c'est aussi dur parce que rationnellement, je sais qu'il est parti et qu'il ne reviendra jamais. J'aurai toujours dans ma vie... Il y a toujours 23 000 € là, qui devraient être sur mon compte et qui n'y sont pas. C'est d'ailleurs à peu près le budget de mon mariage. Ça m'y a fait penser direct. Je me suis dit, voilà,
j'ai payé un mariage au Lituanien. Enfin, il y a toutes les sommes que je vois. Au début, j'essayais de récupérer de l'argent quand j'essayais de récupérer 30 € à la Sécu. Je faisais presque une liste pour atteindre les 23 000 € avec un fichier Excel. Mais ça sert à rien parce qu'en fait, déjà, c'est encore pire de se rendre compte que tu mets 15 ans et demi à récupérer 23 000 € et surtout, cet argent, il est parti. Et je suis pas en mauvaise santé, je suis en bonne santé. Il y a des gens, ils ont des cancers, des enfants malades et tout. Et je me dis, tu sais ce que je me dis même ? Je me dis, je pense que cet argent, en fait, il a plus profité où il est. Je me dis, il a dû aller à une famille, peut-être en Lituanie. Je me suis dit, alors je l'aurais pas donné volontairement, mais je me dis finalement, peut-être que c'est des gens qui en ont vraiment besoin, en fait. Pas l'escroc en lui-même, mais tu vois, cet argent qui est parti, Puis regarde-toi, ça t'a mis tellement une claque dans la gueule que ça t'a fait travailler sur ton propre rapport à l'argent. Et t'es là aujourd'hui. Je préférerais que ça me coûte moins cher la claque dans la gueule. Mais mais tu vois, tu disais toi-même que les gens qui se sont fait arnaquer de 600 €, c'était pas assez pour toi, quoi, tu vois. Est-ce que t'as écouté l'épisode avec Charlie ? Je les ai tous écoutés. T'as écouté l'épisode avec Charlie qui a 500 000 € de dette ? Oui. Et tu sais, cet épisode, il m'a rassurée. Les filles aussi, l'arnaqueur de Tinder, ces filles-là qui se sont fait... Moi, maintenant, tous les trucs sur les arnaques, de toute façon, je les regarde. Mais oui, j'ai écouté son épisode. Et puis surtout, mais c'est une très bonne transition, c'est que en fait, t'as créé ta boîte qui te permet de pouvoir potentiellement générer beaucoup d'argent. Alors, on va en parler de pourquoi tu veux pas donner les chiffres, mais en tout cas, disons que par rapport à un job salarié où globalement tu as tous les mois un salaire qui rentre, là c'est potentiellement fluctuant et c'est potentiellement exponentiel. Ouais, mais ça peut aussi potentiellement couler. Toujours. Et ça, c'est très angoissant pour quelqu'un comme moi. Ok. De voir les chiffres qui varient comme ça sans raison sur un site de e-commerce d'un mois à l'autre. Faut faire face à ça. Et un site de e-commerce, quand on décide de pas vendre... quand on décide... Je fais des lapsus bizarres, mais quand... Je sais pas si ça a un sens, mais quand on se rend compte que d'un seul coup, on vend rien, alors que généralement, je vends très bien. Et d'un seul coup, tu as 3, 4 jours, 5 jours où tu vends rien, mais moi, je suis en panique. Je me dis, ça y est, clé sous la porte, on va retourner dans le 93. Ah ouais, non, je panique assez vite parce que, il n'y a pas de visibilité comme sur un poste de salarié. Mais oui, c'est vrai que je me dis, déjà, si je devais retourner sur un poste bien payé, je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois. Et mes enfants ne devraient pas manquer d'argent parce que s'il y a besoin, je peux même aller aux États-Unis, mon parcours. Oui. Parce qu'en France, quand on quitte un peu la recherche et que on travaille dans un truc qui n'a rien à faire, j'ai encore la petite chelou, qui n'a rien à voir. Je travaille beaucoup sur ma boîte. C'est génial. Fatiguée. J'ai 3 enfants, je dors très peu. Oui. Ça peut être perçu. Enfin, je suis pas sûre que dans 5 ans, je pourrais retourner dans la microbiologie comme chercheur. Ça sera peut-être compliqué. Mais c'est vrai que dans n'importe quel autre pays, je sais pas, aux États-Unis, n'importe où, peut-être que mon parcours, il pourrait être valorisable. Donc, je pense pas que je vais finir sous un pont, quoi. Je ne crois pas. Mais c'est vrai que un statut comme ça d'entrepreneur, ça vient aussi avec un certain nombre de stress et on n'a pas de visibilité. Sinon, si moi je vends plus rien, c'est fini, quoi. Oui. J'ai plus de ressources. Oui. Enfin, si, t'en as. Tu viens de l'expliquer juste avant. Oui. Ouais. C'est juste, ce projet-là s'arrêtera, tu feras autre chose. Ouais, mais c'est stressant, ça, pour moi. Ok. De me dire, dans 6 mois, j'ai pas de prise, quoi. Je peux pas forcer les gens à acheter sur mon site. Pour l'instant, ça va très bien. Oui. Mais tant mieux. Donc, pour redire, en fait, tu as créé cette boîte qui vend des compléments capillaires. Ouais, des volumateurs capillaires, des perruques. Volumateurs. Ouais. Parce que toi-même, tu avais un besoin. Ouais, j'ai une alopécie moi-même, donc c'est l'équivalent d'une calvitie féminine, même si je suis pas complètement chauve, mais je suis clairsemée. Comme beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux, souvent c'est pas quelque chose d'évident, c'est environ 20% des femmes après 40 ans, quoi. C'est la même proportion, je pense, que les hommes, sauf que ça saute moins aux yeux. Oui. Et en fait, toutes ces femmes qu'on voit qui sont clairsemées, qui n'ont pas beaucoup de cheveux, une des solutions qu'elles peuvent avoir, c'est le complément capillaire, le volumateur capillaire. Et donc moi j'ai lancé ma marque parce que il y avait un abus lié au tabou, je pense, parce que c'est tellement tabou de porter un complément capillaire pour une femme, que les grandes enseignes se faisaient, mais selon moi, clairement plaisir. Mais ça allait trop loin. C'était un modèle, là, comme j'ai sur moi, qui coûte actuellement sur le site autour de 1000, 1200 €. C'était vendu plus de 5000 € il y a 5 ans, sachant que les prix ont considérablement augmenté. J'ai divisé les prix par 5 ou 6.
Et en fait, je sais plus où je voulais en venir là-dessus, mais la boîte fonctionne du coup, parce qu'il y avait une vraie demande. C'est ça, c'est que en fait moi à la base je voulais te faire dire que t'étais pas forcément entrepreneuse dans l'âme, c'est juste que tu t'es retrouvée avec cette opportunité, tu t'es dit tiens, il y a un truc à faire et c'est cool quoi. Je sais pas, ce que je te disais tout à l'heure, je suis pas entrepreneuse dans l'âme, mais en même temps je me souviens maintenant que quand j'avais 15 ans, j'adorais jouer à Zo, Tycoon, tous ces trucs de gestion, gérer les hôtels, j'adorais ces jeux-là, donc peut-être qu'il y avait un petit truc. Oui. Mais en tout cas, j'avais jamais cherché à lancer ma boîte parce que pour moi, le confort du salariat, ça m'allait très bien. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé et que tu as décidé d'y aller alors de ce fait-là ? Parce que déjà, j'ai eu l'idée et je me suis dit, c'est une idée géniale. Tu aurais pu avoir l'idée sans vouloir la mettre en place ? Ouais, mais je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui doit le faire, ça va finir par être fait en France. C'est moi, parce que ça faisait 3 ans que je faisais des vidéos sur YouTube où je parlais d'alopécie, je parlais d'évolumateurs capillaires, je me suis exposée sur ma chaîne à une époque où, en tout cas au niveau des femmes, personne ne le faisait. Donc ça a été une mise à nu que j'ai fait sans arrière-pensée à ce moment-là. Oui, t'avais pas d'idée de business derrière. Non, j'avais aucune idée et je me suis dit, je crois que je supporterais pas que quelqu'un d'autre, alors que j'ai l'idée, le fasse. Tout ça parce qu'au départ, je me sentais pas capable d'un tel projet parce que monter un site de e-commerce, monter une société, tout ça, c'est un truc énorme. Et je me suis dit, mais en fait, t'es capable, t'as fait une thèse, tu peux. Donc, du coup, je l'ai fait parce que j'aurais pas supporté que quelqu'un d'autre le fasse. T'as un cerveau bien fait, quoi. On peut dire. Je pense que, franchement, c'est possible à tout le monde qui est motivé. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ton propre parcours scolaire, tu t'es dit, ok. J'ai dit, je peux. J'ai les outils qu'il faut, quoi. En fait, moi, je manque pas mal de confiance en moi et si je m'étais mis des barrières dans la vie, j'aurais jamais rien fait. Donc, je me suis dit, là, c'est encore un truc où je me sens pas capable. Je vais le faire parce que je m'en sens pas capable, mais j'en suis capable comme tout le monde est capable de tout, en fait. Il faut juste mettre ses manques de confiance de côté. Tu me disais avant l'interview que tu voulais pas partager les chiffres de la boîte. Ouais, c'est quelque chose parce qu'en fait à la base quand je t'ai contacté c'était plus pour parler de l'arnaque parce que quand j'écoutais les épisodes ça me faisait penser à mon arnaque et spontanément dans le mail j'ai parlé parce que j'avais écouté ton podcast sur Mademoiselle et j'ai parlé de mon propre rapport à l'argent par rapport à ma boîte. Et je me suis dit, peut-être qu'au final, on va l'aborder. Et j'ai réfléchi. Et donc, ce qui me pose problème dans l'idée de dévoiler les chiffres, c'est que déjà, la plupart des entreprises ne dévoilent pas comme ça leur chiffre d'affaires. C'est des données on va dire, pas confidentielles, je sais pas comment dire, mais professionnelles quelque professionnelles. Part. Tu décides de sortir ou pas, quoi. Ouais. Et en fait, moi, maintenant, j'ai des concurrents et j'ai pas forcément envie qu'ils aient accès à ces données-là. Okay. Et au-delà de ça, c'est une entreprise qui clairement rapporte de l'argent, qui me permet d'en vivre confortablement. De payer tes factures. Pas de payer mes factures. Tu comprends pourquoi je te dis ça? Parce que tu veux pas que si. Parce que si la boîte ferme, ça veut dire que tu meurs. Ouais, que je meurs et que je finis avec une pancarte pour réclamer de l'argent devant le Monoprix. Tu te rends compte? Pourtant, ça te permet de payer tes factures. Voilà. Et de payer les courses de ton mec. Déjà, si je révélais le chiffre d'affaires, je pense que en fait, les gens déjà ne voient pas forcément toujours la différence entre un chiffre d'affaires et un résultat. Ils voient pas non plus la différence entre qu'est-ce que c'est les frais d'une entreprise quand on se salarie. Et en fait, ça envoie des chiffres qui sont énormes. Mais moi, demain, si je me paye, je vais pas me payer plus de 2-3 000. Alors, je pourrais me payer un peu plus, mais il suffit que la boîte, il y a 2 mois qui fonctionne pas. Sauf que quand tu balances les chiffres comme ça, les gens n'en ont pas forcément conscience. Et moi, j'ai beaucoup de femmes qui me suivent et qui sont atteintes d'alopécie, qui en souffrent énormément. Et certaines, malgré les prix cassés, ne peuvent pas se payer les volumateurs. Ou alors c'est très compliqué, c'est 2 ans d'économie pour elles. Et j'ai pas envie de leur envoyer un message où elles vont se dire putain, elle se fait plein de fric sur notre dos. Parce que moi j'ai déjà vu, même sur Facebook, elle surfe sur l'alopécie, elle fait ci, elle fait ça. Parce que oui, c'est une entreprise qui fait de l'argent. Oui, je gagne de l'argent, mais je travaille beaucoup. Mais surtout, si cette entreprise, elle fait de l'argent, pour moi, c'est mon côté gestionnaire, mais c'est avant tout pour qu'elle ait un bon fonctionnement. C'est-à-dire que ma priorité, c'est qu'avec ma marque, je puisse être à l'aise, avoir un site qui est joli, pas un site qui fait bas de gamme. Alors c'est vrai que les clientes, peut-être elles s'en fichent, mais pour moi c'est important. Si je veux pouvoir faire des jolies photos avec un photographe, ça doit aussi être fait. Si je veux me développer un peu, ça doit aussi pouvoir payer éventuellement des pubs Facebook. Et ça, les gens n'ont pas forcément toujours cette notion-là. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on se retrouve face à des femmes qui en souffrent et qui me disent moi je peux pas me payer un volumateur parce que c'est trop cher,
moi je suis très mal à l'aise de gagner de l'argent avec ça. Alors qu'en fait, je les aide. Je fais l'intermédiaire entre mes fournisseurs et elles et je prends une com quelque part. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est que je leur fournis un produit qui est hautement qualitatif, qui est beau. Mais t'es pas non plus là pour leur sauver la vie à ces femmes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ta mission à toi en tant que Laure et ta mission à toi en tant que boîte, elle est aussi avant tout de faire en sorte de faire perdurer la boîte. Je suis d'accord, mais ce qui est compliqué, c'est... Tu vois, je vais te donner un exemple. Il y a un moment, je recevais beaucoup de filles chez moi parce qu'elles avaient vraiment besoin d'essayer, à l'époque où je vivais encore dans le 93. Et en fait, je l'ai fait gratuitement pendant des mois. Je recevais des filles, à chaque fois, ça durait 2-3 heures et je prenais beaucoup de plaisir à les conseiller. Sauf qu'à un moment, c'est devenu plus gérable pour moi de garder les gens chez moi pendant 3-4 heures et qu'elles n'achètent pas en plus à la fin parce que, mine de rien... Et c'est difficile pour moi de te dire ça, mais tu passes 4 heures avec une fille et même si tu prends plaisir à la conseiller, à l'aider, quand elle part au bout de 4 heures et qu'elle va acheter chez la concurrence comme ça se passait parfois, ou qu'en fait tu as compris qu'elle est juste venue pour essayer, moi j'ai l'impression de perdre la personne que j'étais avant qui était capable d'aider gratuitement et sans arrière-pensée. Que j'ai été sur YouTube pendant 3 ans où je répondais à ces filles, il n'y avait pas d'arrière-pensée, j'aidais, il n'y avait pas d'arrière-pensée, ou juste leur vendre un beau produit, mais si j'ai pas vendu, c'est pas grave. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de recevoir parce que c'était trop... je pouvais plus passer 4 heures comme ça avec une fille pour éventuellement lui vendre, même un volumateur qui se vend tout seul sur le site en 5 minutes. Et en même temps, c'était dur de leur dire non. Et après, j'ai commencé à me dire, peut-être que je vais juste faire payer les séances. Ouais. Mais c'est hyper délicat parce que combien tu fais payer ? Alors je me suis dit, je vais faire payer 100 € les 2 heures parce que mon temps, c'est ça. Mais en fait, je suis toujours hyper gênée quand on me dit est-ce que tu as une boutique ? Parce que moi, pendant 1 an, du coup, j'ai dit j'ai pas de boutique, c'est impossible de venir. Maintenant, je leur dis c'est possible de venir, mais c'est 100 €. Mais je suis gênée parce que je me dis 100 €, c'est le prix. C'est une consultation chez un cardiologue et je me fais payer 100 €, mais en même temps, je sais qu'en dessous, je le fais pas. Et des fois, il y a des filles qui viennent, elles restent 5 heures alors que c'est 2 heures, et à la fin, j'ose pas leur demander les 100 € parce que je suis gênée. Et je me dis tant pis, je leur demande pas. Et je me dis, il faut que j'arrête tout parce que je suis incapable Je suis gênée de demander de l'argent pour de l'aide que je peux donner et que j'ai longtemps donné gratuitement. Ok. J'ai des conseils si tu veux. Ouais, vas-y. Déjà, tu pourrais leur proposer de leur demander 100 € que tu rembourses si elles achètent une perruque. J'y ai pensé à ça, mais même ça me convient pas en réalité. Mais pourquoi ? Parce que... Au final, j'aurais passé... Oui, mais si je la rembourse et que la perruque, elle est vendue, au final, je vais avoir passé 3 heures, alors que j'ai très peu de temps. Enfin, comme je t'ai dit, moi, j'ai gardé mes enfants. J'ai pas le temps de passer 3 heures... Oui, donc c'est un truc que t'as plus envie de faire, tout simplement. C'est un truc qui était valable pour toi... Au début. Pour toi, au début, en fait, que t'as plus envie de faire à un moment donné. Et en fait, c'est pas grave. Ou le faire, mais être payé. Oui. Mais moi, je trouve que c'est compliqué à admettre. Pourquoi ? Ça envoie un peu le signal, elle veut plus aider gratuitement. Alors que par contre, je peux conseiller à distance avec WhatsApp. Parce que tu l'as fait pendant des années et que tu veux plus le faire. C'est même pas que je veux plus, c'est que j'ai plus le temps. Donc voilà, ouais. C'est réglé. Mais c'est difficile. Et pourquoi t'arrives pas à faire la paix avec ça ? C'est pas. En fait, moi, je suis en paix avec ça. Non, tu l'es pas. C'est le dire aux gens. Donc tu l'es pas. Ouais. Tu penses que tu l'es, mais tu l'es pas si t'oses pas leur dire. Et encore une fois, je te dis ça, mais moi-même, je suis en chemin pour... donc je sais d'où ça vient. C'est vachement plus simple pour moi de te le dire que de le faire pour moi, mais je fais attention. C'est difficile, ouais. Envoyez-moi de l'argent sur Patreon si ce podcast vous intéresse, parce que c'est... Voilà, je vous mettrai un lien. Allez, envoyez-moi des sous. Je suis en train de faire ma propre thérapie en passant. Mais c'est difficile de dire... je veux bien t'aider et te recevoir chez moi, mais par contre, c'est en échange d'argent. Alors qu'en fait, quand c'est dans une boutique, et ça c'est pareil, c'est le côté entrepreneurial, mais on le comprend, quelqu'un qui a des boutiques et des vendeurs, il fait payer ça sur le volumateur il va coûter un peu plus cher. Donc en fait, on paye le fait qu'il y ait une vendeuse qui soit là, une réceptionniste, qui ait un local, et c'est une demi-heure. Alors j'ai pas envie d'avoir de boutique. Ok, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu peux décider aussi de te dire, ok, t'as divisé par 5, peut-être que tu peux diviser par 2. Ouais, sauf que, en fait, honnêtement, moi, si j'ai créé cette boîte, c'est pour avoir aussi une certaine liberté de mouvement. Okay. Et j'ai pas envie de passer ma journée
à être bloqué à recevoir de la clientèle. Désolée de le dire comme ça, mais... Il y a un truc dingue qui s'appelle le salariat en France. Bah oui, non mais j'ai pas envie de retourner là-dedans en fait. Donc moi j'ai ma liberté. Ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi embaucher une salariée ou un salarié qui pourrait recevoir les gens dans ta boutique. Mais bon. Ouais, mais ça c'est encore des frais. Ah bah ça j'avoue. Bien sûr. Ça coûte très cher. Le temps ou l'argent. Là la boîte justement, et c'est pour ça on revenait aux chiffres, mais je suis pas une boîte où là je pourrais peut-être embaucher une personne, mais ça serait vraiment le grand max. Alors que quand on balance les chiffres comme ça, on peut avoir l'impression « Ah mon Dieu, truc !» Mais en fait, idéalement, la boîte, si je voulais embaucher des gens, il faudrait que j'augmente tous les volumateurs de 300 €. Donc c'est que c'est pas délirant les prix. Donc mais, ta boîte, elle gagne de l'argent, mais aujourd'hui, tu te payes pas. Ouais. Enfin, je récupère quand même de l'argent, mais j'ai pas un salaire avec une fiche de paye, etc. Et t'es à l'aise avec ça ? Pour l'instant, oui. Mais l'année prochaine, je vais changer ça. T'es sûr ? Ouais. Ok. Je m'étais mis une échéance de 3 ans. Est-ce que tu es OK avec l'idée de gagner de l'argent sur cette boîte ? Parce qu'elle fait du bien, elle sauve les gens, ou en tout cas elle aide les gens, oui, etc. mais pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup. À la rigueur, si c'est beaucoup, je trouve... Non, j'aurais honte. Mais pourquoi ? Pas parce que... Je pense que faudrait pas que ça se sache, quoi. Je serais gênée. Parce que je me dirais, mais si ça se sait... Mais en fait, t'es en train de filer un coup de main à des tas de nanas, 20% des meufs, qui paieraient 5000 balles leur truc, et alors en fait tu leur fais payer 1000 ou 1500. Ouais, je pourrais les aider encore plus en baissant plus et en ayant moins un bon salaire. Oui, tu pourrais aussi leur donner gratuitement. Ouais. Et là tu serais franchement Mère Teresa, quoi. Ouais, financièrement, je pourrais pas. Et ça serait trop bien parce qu'on serait dans une société de troc. Pourquoi pas, tu vois ? En échange, elle te donnerait des pommes ou elle viendrait te remplir ton frigo. Mais ouais, 4000 €, ça me semblerait pour moi acceptable, 2-3 000 quoi. Alors qu'en fait, j'ai conscience qu'un salaire d'entrepreneur, en théorie, c'est pas délirant dans ma tête que ce soit plus élevé parce qu'on fait face à plus de risques. Moi, demain, j'ai pas de chômage. Oui. C'est plus risqué. Mais moi, je préfère tout réinvestir dans l'entreprise. L'argent qui, en plus, je le dépense, j'achète plus de volumateurs, plus de stock et tout. Oui. Alors, j'ai de l'argent sous forme de cheveux parce que ça va se vendre un jour. Mais non, je serais mal à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que les gros chiffres, etc., je pense que ça enverrait le mauvais signal à des gens qui n'ont pas, qui ont pas cette interprétation-là. Parce que moi-même, avant, je sais ce que c'est que d'être ignorant dans ce domaine-là, puisque avant de lancer ma boîte... Mais peu importe. En fait, on peut faire de l'économie... Déjà, il faudrait faire de l'économie d'entreprise à tous les Français. Donc, tout à l'heure, tu as dit chiffre d'affaires. En gros, c'est le volume que tu vas générer. Le résultat, c'est ce qui se passe. C'est le chiffre qui arrive quand on dit le chiffre d'affaires moins les charges de la boîte. Donc, en gros, moins les volumateurs, enfin le prix que tu payes, un loyer, je sais pas, tous les charges que tu peux avoir, plus éventuellement un salaire, mais que tu ne payes pas. Donc, à la fin, on a un résultat sur lequel... l'impôt, tu payes un impôt sur les sociétés et puis après tu as le résultat net après impôt. Les gens savent pas tout ça. Bien sûr que les gens savent pas, mais peu importe, on peut leur expliquer aussi, tu vois. Et c'est sûr que quand tu es salarié, c'est plus compliqué de le savoir. Ok. Une grosse moto qui est passée. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est toi en tant que boss, tu vois, et dans ton rapport à l'argent un peu névrotique, tu vois. C'est toi-même qui l'as dit. Hein. En fait, et je te dis ça parce que je suis plein d'empathie avec toi, parce que j'ai moi-même eu le propre chemin, tu vois, c'est-à-dire vraiment où tu finis par ne pas te payer toi, au nom d'un truc qui est plus grand que toi et qui te dépasse, où tu veux surtout pas gagner de l'argent entre guillemets sur le dos de gens que tu aides. Mais en fait, en attendant, c'est quand même sans toi, cette boîte, elle n'existe pas. Ouais, et c'est surtout que j'ai de l'ambition pour cette boîte et j'ai envie qu'elle ait une belle image de marque, donc ça implique des frais de maintenance, ça implique des jolies photos, ça implique... Et si un jour je voulais la développer, il faudrait encore que j'augmente mes prix pour pouvoir avoir un salarié, parce qu'actuellement c'est un peu risqué, je pense. Ou même me faire aider, parce que faire des colis toute la journée... tu fais tout toute seule ? Tout. En plus, avant, j'avais les enfants à la maison, donc je te raconte pas. Les colis, les mails, les commandes aux fournisseurs, les coupes même, les colorations. Non, je fais vraiment tout. Et du coup, puis il y a longtemps où je travaillais tous les jours. Même le soir, j'étais encore en train d'envoyer des conseils à 23h. Alors maintenant, j'essaye de limiter un peu ça et d'essayer
Mais ça vaut de l'argent. T'es toi-même en train de dire que ton temps vaut de l'argent. Tout ça vaut de l'argent. En fait, c'est particulier parce que moi, j'ai l'impression que je l'ai compris, mais je suis gênée par rapport à l'interprétation des autres. Donc, je souhaite me protéger de ça. J'ai vu comment... Enfin, je sais que les gens ont cette méconnaissance. Mais envoie-leur ce podcast. Tu leur dis, écoute ça. T'écoutes même pas cet épisode, mais forcément, juste, il faut instruire les gens dans leur rapport à l'argent. Ouais, c'est sûr. Il faut que les gens se rendent compte de ce qu'ils projettent sur leur rapport à l'argent. Envoie-leur. Dis, tiens, va écouter le podcast Histoire d'argent. Arrête de projeter tes propres trucs, parce qu'en fait, les gens passent leur temps à faire ça. J'étais même, par exemple, mettre en place mes prix, mais quel problème ? Bah oui. Mais quel problème ? Parce que, déjà, malheureusement, j'ai des prix qui ne font qu'augmenter, parce que ça augmente chez les fournisseurs, et ça augmente en non-stop, et je n'ai pas vraiment la main, je peux pas faire grand-chose, je suis un peu soumise à ça. Et en plus, au-delà de ça, une entreprise, quand tu la démarres et que tu n'as aucune idée des frais qu'il va y avoir, tu es un peu obligé d'ajuster. Donc ça fait des prix qui ont dû augmenter peut-être de 30%. Moi, des fois, il y a des filles qui me disent « Ouais, j'ai acheté le même modèle il y a 6 mois, il était à 200 € de moins. » Je lui dis « Ouais, je suis désolée. » C'est l'inflation. C'est l'inflation, mais oui. Elles peuvent aussi se dire, elle se fait de plus en plus plaisir. Et moi, je suis gênée parce que je me dis, elles savent pas tout ce qu'il y a derrière. Après, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui me connaissent parce qu'elles me suivent, donc elles ont confiance. Mais moi, quand je vois une cliente qui a acheté le même modèle il y a 1 an et qu'il a pris 400 € à la fois à cause des fournisseurs, mais à cause du fait que, je sais pas, je mets PayPal sur le site, ça prend 4% de commission. Et ça, les filles, elles en ont pas conscience que moi, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai fait des prix parce que j'avais beaucoup moins de charges et que si demain, je devais prendre quelqu'un pour m'aider, là, pour l'instant, je préfère tout faire toute seule et être en galère à mort. Parce que je me dis, si je prends quelqu'un, si je calcule un salaire, même 1 500 €, ça fait x2. Si tu divises par le nombre de voluméteurs, je fais des calculs un peu comme ça et je me dis, ouais, mais qui c'est qui va en pâtir ? C'est ces filles-là qui achètent et qui... Tu m'as dit toi-même au tout début que, à la base, ça valait 5000 balles. Ouais. Sur le marché. Oui, j'ai encore de la marge. Donc en fait, ce que tu es en train de faire, c'est juste que tu es en train de payer toi avec le temps et ton temps et ta volonté et ton envie peut-être de sauver aussi ces meufs, tu vois, la marge. C'est-à-dire que les autres boîtes qui payent 5000 balles, elles ont sans doute effectivement des salariés et des gens derrière. Oui, elles là ont où des t'es boutiques. en train de... Effectivement, tu as cassé le marché, mais tu as cassé le marché juste à la force de tes bras. Ouais. Et de tes épaules, Après, je pense et avec tes enfants, et avec tout ça. Avec un salarié ou deux, on n'atteindrait quand même pas ça. Je pense qu'il y a quand même eu de l'abus, surtout que c'était les prix il y a 5 ans. Moi, quand je les ai lancés, je pense que c'est possible, mais d'avoir, si je voulais prendre des employés, de les augmenter juste de peut-être, je sais pas, 300 €, j'en sais rien. Mais, mais tu te retrouves toi-même coincé par rapport à, j'imagine, le truc où tu t'es dit non mais en fait ces gens-là ils sont en train d'arnaquer ces filles qui sont en difficulté, etc. Et peut-être c'est le cas, j'en sais rien, tu vois, mais peut-être que l'économie elle est plus complexe que ça derrière. C'est sûr que moi j'ai pris conscience après et du coup je pense que sur certains modèles il y a de l'abus, mais maintenant ce que je dis aux filles c'est que à l'époque j'avais pas conscience des frais d'une société et là c'était des sociétés qui avaient des boutiques et des employés, donc je leur dis les modèles en entrée de gamme qui sont pas forcément équivalents aux miens en termes de qualité, mais voilà qui sont à 1 500 €, je leur dis au final c'est pas délirant. Parce que ils ont des boutiques, ils ont des employés. Par contre, atteindre 5 500, 7 000, 10 000, moi maintenant qui ai les dessous, je pense que même si je prenais 2 employés, on n'atteindrait quand même pas ces prix-là. Mais c'est sûr que j'avais aucune idée des charges et que une entreprise qui se développe, c'est plus de charges et c'est difficile pour moi de voir l'augmentation des prix. D'ailleurs, au début, j'étais en panique. Dès qu'il y avait une augmentation près des fournisseurs, je me disais, mais ça y est, c'est la fin du business. Alors qu'en fait, je n'ai quasi jamais eu de critique là-dessus. Mais je suis gênée quand même. Je comprends que tu aies envie de parler de ton rapport d'argent parce que effectivement ça vient pas seulement impacter ta vie de maman, ta vie de femme, etc. mais ça vient impacter avant tout ta vie de chef d'entreprise, quoi. T'as honte de gagner cet argent. Ouais, et en même temps, je trouve qu'elle se développe bien, donc je me dis, après peut-être qu'elle pourrait se développer plus, ça c'est sûr. Mais mon expérience à moi, de l'extérieur maintenant, avec le recul, je me dis mais en fait si j'avais doublé tous les prix des pubs qu'on vendait, en fait je pouvais faire ruisseler cet argent-là, déjà en priorité sur moi parce qu'en fait c'est surtout pas ce que j'ai fait, mais aussi sur tout le reste du système, sur les salariés, et je sais pertinemment que je l'ai pas fait pour plein de bonnes raisons parce que c'était dangereux et c'était chiant pour moi de gagner de l'argent.
Surtout que ce que j'ai pu observer, c'est qu'avec les prix chez les fournisseurs qui augmentent, plus les charges, les prix ont augmenté. Et des fois, ça m'arrive de me dire, en fait, j'aurais pu carrément faire ces prix-là dès le départ. Oui. Mais bon, je me dis, quelque part, tant mieux, parce qu'elles ont profité aussi. Enfin, en fait, je me reconnais dans ces filles-là, parce que j'ai fait partie de ces filles-là. Donc j'ai l'impression que c'est moi que je... Mais n'oublie pas que tu as un rapport à l'argent qui est complètement fucké. Parce qu'en fait, c'est bien beau de projeter et de dire, mais moi, j'en ai profité en tant que cliente, si tu veux, mais tu as aussi un rapport où tu te dis, en fait, 700 € de crèche, c'est beaucoup trop cher. S'il y avait 60, en fait, il n'y aurait pas de problème, quoi. Alors que si tu te mets à la place des salariés de la crèche, tu peux pas payer 60 balles de crèche. Ouais, non, c'est sûr. Et moi, je le vois bien. Il y a des filles, elles achètent ça comme ça, elles se prennent pas la tête. Je me dis, Oui, parce que tu leur rends service. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... En plus, c'est des produits chers, c'est des produits tout de suite à 1000, 1200 €. Donc, par exemple, des fois, j'ai des produits où il n'y a pas de retour possible parce qu'elles me demandent des spécifications particulières, bouclées, tout ça. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas tout commander en stock sur le site. Donc, il y a des filles, si elles veulent un modèle de 80 cm et tout, je dis, je suis désolée, mais là, on va devoir passer par une commande que je fais spécifiquement pour toi, que je n'aurais pas acheté normalement. Donc, c'est non éligible au retour. Mais quand la fille à réception, elle n'est pas contente... Mais moi, combien de fois j'ai repris des produits Et tu leur as dit que c'était non éligible. Ouais, mais t'as la fille en face qui est là en train de te dire ouais, mais c'est pas exactement ma boucle et tout. Et tu te dis la pauvre, elle a dépensé 1500 €, elle est pas bien. Moi, je peux le reprendre, moi, je peux prendre sur moi. Mais sauf qu'au final, c'est des frais que moi j'aurais en moins et que j'ai pas prévu. Mais combien de fois j'ai dû reprendre des produits parce que je me sentais mal et je me disais c'est une dépense plus importante pour elle que pour moi. Donc, il faut mieux que ce soit moi qui l'assume. Alors ça, je travaille sur moi là-dessus pour essayer de mettre des règles de commerçant. Parce que sinon... Tu les as prévenus avant ? Tu les as pas arnaqués ? Mais j'ai l'impression sur le coup d'avoir arnaqué. Bah oui. Alors que non. C'est vraiment compliqué parce que c'est des filles en souffrance. C'est pas... Puis des fois, c'est des femmes qui ont des cancers et tout. Des fois, je refuse les commandes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, là, j'ai une dame, elle veut des cheveux bouclés, etc. Et je sais que j'aurais pas pile sa boucle, je l'ai prévenue 26 000 fois. Et limite, je lui dis, écoutez, je peux vous le commander, mais il y a quand même une chance sûre de que vous soyez pas satisfaite. Moi, ça me met mal à l'aise. Et des fois, elles insistent un peu. Alors, je lui dis, t'es sûre vraiment des fois, je mets tellement en garde que la fille, du coup, elle a peur, elle commande pas. Mais bah oui, bien joué, parce que au moins, t'es sûr, tu vas pas gagner plus d'argent avec ça. Ouais, mais parce qu'il y a rien de pire pour moi qu'une fille qui est insatisfaite à la fin. Mais je comprends ça, mais en fait, il y a un moment donné où cette fameuse vidéo de l'écharpe là, tu l'as vue ou pas ? Non. Voilà, je t'ai déjà entendu en parler, mais. Là, t'es vraiment sur son bout de l'écharpe. T'es vraiment en train de penser à sa place. T'es vraiment en train de projeter un truc sur elle qu'elle a pas du tout demandé. Ouais, mais faut les voir aussi après quand elles ont reçu qu'elles sont pas contentes. Mais ça, elles sont pas toutes sereines. Hein. Mais quand tu les as prévenues, tu vois, toi, t'as fait ton job. Jusqu'où tu préviens, quoi. Je trouve ça trop intéressant. Et c'est bien, parce qu'en attendant, t'es sûr que tu gagneras pas 4 000 €. Continue comme ça, franchement. Des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis, non, prends la vente en fait, parce que c'est quelqu'un de moins scrupuleux sinon qui va la prendre. Donc, vaut mieux que ça tombe sur toi. Et quand il y a un problème, on peut toujours discuter. Et puis, je me dis, je la mets en garde, je lui ai dit... Je lui dis, par exemple, des fois, il y en a qui me demandent, je sais pas, des colorations et tout. Je dis, attention, moi, je peux te faire ça, mais j'aurais pas pile ta couleur. À distance, tout ça, c'est compliqué. C'est non éligible au retour. Et je les mets tellement en garde qu'il y en a 3 sur 4 qui lâchent l'affaire. Ah ouais, bravo. Ouais, mais parce que je me dis, je dois les prévenir. Bah oui, tu dois. Tu dois les empêcher d'acheter chez toi. Non, je veux qu'elles achètent en conscience et qu'elles sachent les risques de la commande. Mais c'est des adultes, enfin vraiment, c'est incroyable. Mais je comprends parce que t'aurais honte de gagner 4 000 €. Donc franchement, c'est normal. Surtout si elles sont pas contentes. T'entends ce que je te dis ? T'aurais honte de gagner 4 000 €. Donc c'est normal en fait que tu fasses en sorte qu'elles achètent pas chez toi. T'es en train de te tirer une belle balle dans le pied, si je puis me permettre. Ouais, mais si je leur dis... pour moi, ne pas les prévenir... Mais il y a une certaine... Jusqu'à un certain point. Tu leur dis, alors pour info, peut-être que machin, mais en fait, va pas les dégoûter non plus. Non, mais je leur dis juste pour info. Mais tu sais, quand déjà tu dis pour info aussi, ça, t'en as les 3 quarts qui sont partis. Alors qu'en fait, c'est dans les conditions générales de vente. T'as plein de sites qui vont pas jusque-là. Hein. Moi, j'y vais, je leur dis. Okay. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de refuser des commandes. Ouais, ça, j'ai déjà fait. Incroyable. Surtout si je sens que la fille, c'est un peu compliqué et tout, je dis non, toi, tu seras pas contente à la fin. Alors que je pourrais très bien prendre la transaction et prendre l'argent. Mais je préfère pas le prendre. Qu'elle soit pas contente et qu'après, je me sente mal.
Et c'est fatigant tout ça, parce que satisfaire tout le monde, c'est pas simple. Sauver tout le monde. Ouais. Toi, t'es Mère Teresa, toi. Mère Teresa du cheveu. Ouais. Mais j'ai une entreprise qui fonctionne bien. Donc c'est pas si Mère Malgré Teresa, tout. je le fais pas pour... Je suis pas non plus altruiste. Parce que des fois, je suis gênée parce que les filles me disent « Ah, mais vraiment, merci pour tout ce que tu fais et tout. » Et je dis « Bah, vous me dites merci, mais c'est moi qui vous dis merci parce qu'en fait, vous faites fonctionner ma boîte. Donc vous me dites merci, mais moi, je gagne de l'argent. » C'est ce qu'on appelle un échange de services. Ouais. Voilà. Et oui. Mais fais attention à cette limite que tu as toute seule dans ta tête de 4 000 €, c'est beaucoup trop, si je puis me permettre. Et surtout que je suis serais passé par contente là. de les gagner en plus. Je suis pas si sûr. J'ai l'impression en tout cas. Réfléchis-y, parce que je suis pas si sûr. Mais Vraiment. quand j'étais salariée, j'avais l'impression de pas les mériter par contre. Voilà. Syndrome de l'imposteur. Et là, avec une boîte où tu es en train de te faire de l'argent sur le dos des filles malheureuses, tu vois? Ouais. Non, c'est une vraie question. Je trouve ça trop intéressant. Bah ouais. C'est quoi ta rich life? Alors ouais, je me suis déjà posé la question. Je pense que des fois je me rends compte que je l'ai déjà en fait. C'est juste d'avoir une qualité de vie avec mes enfants, de pas avoir tant de contraintes que ça. Et après je me dis si vraiment je voulais avoir une vie genre de riche, c'est ça, rich life. En fait, c'est de riche, ça va pas forcément avec l'argent. Ouais. C'est ça qui, c'est où quoi je me sens Voilà. bien sur l'argent. Je pense que ce qui me manquerait, c'est de vraiment pouvoir payer de très belles vacances avec mes enfants, genre hôtel 5 étoiles, avec les avions, tout ça. Et ça, ça coûte très cher quand t'es 5. Ok. Et donc, il faut dépenser, pour moi, pour vraiment avoir ce que je veux, je sais pas, 7, 10 000, 12 000 euros. Et je suis pas prête à faire ça. En plus, financièrement, pour le coup, là, ça serait compliqué. Mais je pense que vraiment, si en plus je pouvais faire ça, là, ça serait top. Ok. Mettre ta fille 5 jours à la crèche par semaine? Non, pas forcément. Elle rentre à la maternelle l'année prochaine, donc... Oui, ok. Mais tu vois, dans l'idée. Non, parce que justement, je me dis... j'ai quand même fait ça pour être présente pour mes enfants. Enfin, j'ai pas fait ça pour être présente pour mes enfants, parce que moi, je pensais que j'allais retravailler en parallèle de ma boîte. Je pensais pas qu'elle fonctionnerait, je pensais que j'allais en vendre 3. Bah oui, mais je comprends, vu que tu refuses 3/4 des commandes. Forcément, tu croyais pas qu'elle allait fonctionner. Je pensais que j'avais acheté au départ que des volumateurs blonds, parce que je m'étais dit, si ça plante, au moins j'aurai les blonds, je les garderai à vie. Donc j'étais pas partie dans un truc où... Et en fait, quand ça a marché, ça m'a pris de court parce que je me suis retrouvée avec énormément de commandes d'un seul coup et je me suis rendu compte que ça serait compliqué de travailler en parallèle en plus et j'avais pas du tout prévu ça. Oui. Mais quand j'ai envisagé d'en vivre, parce que ça c'est pareil, gros gap parce que ça s'est pas fait. Quand t'as envisagé de payer tes factures avec? Ouais, d'en vivre et de me jeter dans le vide de l'entrepreneuriat, le vide suprême. Il n'y a pas plus vide que ça pour moi. C'est un saut vers l'aventure, c'est pas dans le vide. Ouais, pour moi, c'est le vide Ouais. sans argent. Tu sais, quand j'étais petite, ce qui me faisait rêver, c'était la grande tour de Picsou avec toutes ces pièces-là. J'adorais ce truc-là, déjà enfant. Donc je me dis, j'avais un truc de stockage dessous. Et là, me dire, dans l'entrepreneuriat, tu peux pas vraiment, parce que tu sais pas si tu as 6 mois où ça fonctionne pas, il faut que tu aies de l'argent en trésorerie d'avance. Parce que si tu rentres rien, t'es obligé, t'as des frais. Enfin, moi, mon site, il coûte cher. Mais tu vas pas tout rentrer 6 mois sans argent, enfin, c'est ridicule. On sait pas ce qui peut se passer. Si, en fait, en vrai, si ta boîte, elle fonctionne pas pendant 6 mois, faut la fermer, parce que ta boîte, elle peut pas faire 0 € de chiffre d'affaires pendant 6 mois. Ouais, si elle tourne pas pendant 6 mois, il faut la fermer. Mais là, du coup, t'as plus du tout d'argent. Rappelle-toi que tu m'as dit que tu pouvais aller vivre aux États-Unis ou n'importe où et trouver un job sans doute très très bien financé. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un vide pour moi, l'entrepreneuriat. C'était un gros risque. Tu te démerdes super bien. Je pense que j'ai pris... Elle m'a dit les chiffres. Que je vous répéterai pas. Mais c'est super. Ouais, ça a bien fonctionné. Et j'ai eu, pour moi, de la chance en tant qu'entrepreneur que ça fonctionne autant. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas eu les nerfs de continuer pendant 1 an, 2 ans... sans une belle réussite dès le départ. Et d'ailleurs, j'avais aucune attente sur ce projet-là. Je m'étais dit, j'en enverrai 1, 2, 3 par mois, on verra bien. Bravo Laure. Merci. On l'a dit, ta boîte s'appelle Comme un diadème, c'est ça? Ouais. Si vous voulez aller négocier durement une perruque que Laure finira par ne pas vous vendre. Alors, je négocie pas mes prix, ça j'ai appris à le faire aussi, parce qu'il y a plein de filles qui venaient négocier. Et je leur disais non, c'est non négociable, c'est un prix sur le site parce que ça se fait pas vis-à-vis des autres filles en plus.
Ça envoie une image, c'est à la tête du client et non, donc non, je négocie pas par respect pour tout le monde, pour moi mais aussi pour les autres. T'as raison. En revanche, peut-être elle validera pas votre commande. Ouais, si vous êtes trop difficile sur votre couleur, ça passera pas parce que je vous protégerai de l'échec. Elle vous protégera de dépenser votre argent chez elle. Voilà. Merci Laure, c'était vraiment génial. Merci. Et puis je te souhaite une belle vie d'écureuil névrosé et de soigner tes névroses. J'essaie de restocker là, je suis en phase. Bravo. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.